T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des sprinters. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! On a fait comme quand tu l'as pissé et que tu sens tes doigts. Alors, bonne chance, Jean Jérôme! Le slip. Bonjour, bonsoir, bonjour, benvenido. Aujourd'hui, on s'est réunis pour ce premier épisode du Slip, le super limite et irrévérencieux podcast qui, on l'espère, deviendra votre nouveau rendez-vous. Hein, c'est ça, les gars. Exactement. On va là-dessus. Mensuel pour démarrer parce qu'on est des gros feignants. Le concept, allez, je vous fais le concept très rapidement. C'est très simple. Chaque mois, on s'empare d'un thème, d'une actu, d'une info passée ou présente, et on en parle autour d'un apéro. Et de nos objets pop culture préférés, voilà. Donc pour cette première ce soir, je suis avec Momo, pianiste émérite et technicien hors pair. Momo. C'est gentil, j'en dirais pas tant, mais c'est gentil. Bonsoir, connard. Salut, enculé. Je suis également avec Angelo, le Wikigeek, précision laser pour Angelo. Dino Disco Laser, tu veux dire? Dino Disco Laser, précision. Salut, tas de fumier, j'ai de la pizza dans les dents. Également avec nous, Charlie, amuseur en chef, fabricant de quiz de père en fils depuis 2019. Ouais. Et aussi grand fan de Patrice Lafonte. Toujours en deuil. Sacré Patrice. Et Pépé, fier et fatigué papa de deux futures stars de la pop culture qui a retiré ses charentaises ce soir et qui est venu avec son gros nez pour nous parler un petit peu. Je voulais cacher le fait que j'étais papa. Mais pas le gros nez pour le coup. Voilà, on dévoile sa vie privée. Ah, c'est parce que toi t'as cru qu'avec le podcast on allait pécho en fait. Et puis donc bonjour. Et moi-même donc Pedro Turbo Noob, légèrement de Marseille. Et très légèrement. Très légèrement de Marseille, mais surtout Turbo Noob. Voilà. Ce soir pour ce premier épisode, on s'est dit qu'on allait vous parler un petit peu de zombies. De zombies, la grande histoire du zombie, et puis surtout le zombie dans la pop culture. Ah, le mec balance la sauce comme ça, quoi. Bah ouais, je pensais pas que t'allais le dire direct. Mais si, il faut, voilà, préparez-vous, préparez vos oreilles, on va parler zombies. Mais avant de parler zombies, messieurs, je voudrais vous demander un petit peu ce que vous avez fait ces derniers jours, ce que vous avez lu, vu, regardé, écouté, qui vous a un peu hypé. Et je vais commencer par toi, Chacha. Ouais, alors moi je vais vous parler d'un réalisateur qui a réalisé 2 longs métrages, qui s'appelle Ari Aster. C'est pas le fils de Fred Astaire, aucun lien. Référence culturelle. Non, ce gars-là, il a fait 2 films d'épouvante horreur qui ont beaucoup marché. Il n'en a fait que 2. Il a fait quelques petits courts-métrages. Donc c'est ses 2 premiers. C'est ses 2 premiers. Donc un qui s'appelle Midsommar. Et Midsommar, c'est genre une petite communauté qui fête le solstice d'été. Et ce qui est intéressant en Suède, donc dans le nord de la Suède, pendant l'été, donc il fait quasiment jamais nuit, voire 2 heures, mais c'est toujours clair. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est de l'épouvante horreur, mais en journée, tout le temps. Okay. Et on est très sur le fait que c'est malaisant, en fait. C'est plus que les gens sont malaisants. Ce qui fait presque peur, c'est que les gens réagissent de façon bizarre sur des choses qui devraient se passer normalement. Okay. C'est assez intéressant. D'accord, creepy un peu, quoi. Ouais, très creepy, ouais. Mais très intéressant. Bon, il dure 2h30 quand même, hein. Faut se motiver. Hein. Faut être dans un bon mood aussi avant de le lancer, quoi. Et par contre, il a fait aussi Hérédité, que j'ai préféré, moi, où là, c'est pareil aussi, hein. Les gens sont très malaisants, je pense qu'il aime bien ça. Faut savoir qu'il était fan de films d'horreur dès qu'il était petit, donc il est toujours à fond là-dessus. Et tu te sens comment à la fin du film? Et ben justement sur Hérédité, même pendant, j'ai rallumé les lumières à un moment. Ok. Je suis allé au chiottes avec un doudou du coup. J'ai rentré mes couilles pendant 2 secondes. Pas du game. Clairement, j'étais vraiment pas bien. Il est vraiment très flippant. Et là, on est plus sur l'histoire de fantômes et autres. Et pareil, les gamins jouent super bien. Et tous les acteurs sont super bons. Ils sont pas très connus en général, mais ils jouent tous super bien. Bah franchement, pour ceux qui kiffent l'épouvante horreur, vraiment plus à suspense, pas du gore. On est plus dans le sens les autres, le 6ème sens, dans ce style-là d'horreur, quoi. Cool. Et bah, franchement, 2 très bons films. Le gars est vraiment bon et c'est ses premiers longs métrages et je pense qu'il va devenir très très bon. Et tu trouves ça où? C'est dispo sur quoi en ce moment? Alors, Hérédité, c'est sur Canal+, parce que j'ai le lien. Et l'autre, c'est sur des sites de druides. Des sites de druides. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de lien d'endroit officiel. Là où tu coupes du gui pour faire de la potion magique. Exactement. Tout à fait, c'est d'accord. genre de site de druides. Ouais.
qu'on connaît très bien. Eh bien, merci beaucoup. Chacha Angelo, toi, qu'est-ce que t'as glandé cette semaine? Qu'est-ce que... je pense que vous savez tous sur quoi je suis en ce moment. Je lis, j'écoute des trucs, mais en ce moment, c'est Mass Effect Andromeda qui prend vraiment mon temps. J'ai eu que de la presse négative, que des sons de cloche qui disaient « Non, on n'y va pas ». Et en fait, c'est vraiment cool. Alors, j'y vais après la vague. Moi, j'y vais au moment où c'est patché à fond, 2-3 ans après sa sortie. Franchement, ça passe très bien. Graphiquement, c'est vraiment agréable à l'œil. Le gameplay est plus dynamique que dans la trilogie Mass Effect, où c'était vraiment du tir, tu te mets à l'abri, tu tires, tu te mets à l'abri, tu tires. Là, c'est vachement plus dynamique. Et scénaristiquement, je trouve que c'est vraiment cool. Alors, t'as 2-3 faiblesses, parce que les mecs sont dans une autre galaxie, donc tu pourrais dire qu'ils vont faire péter l'imagination, ce qui n'est pas totalement le cas. On prend encore des races bipèdes qui ont des civilisations assez similaires à celles de la Voie lactée, mais hormis ça, vraiment, vraiment grosse claque. Et puis, t'es un commandant d'un vaisseau spatial, t'as un équipage, tu peux finir au lit avec la moitié de l'équipage. C'est parfait. Parce qu'il était assez connu pour être graphiquement pas super ouf, quoi. Mais il y a des boobs. Ouais, en fait, il était dans la mauvaise presse. C'était alors graphiquement non, parce que vu que c'est un monde ouvert comparé aux autres Mass Effect, non, il envoie vraiment du steak. Là où c'était plus reproché, c'était en termes de visage, les visages qui étaient d'impression que le jeu était sorti au début 2010, alors que 2017. Mais mieux. Voilà, il y a eu des bugs, il y a eu des machins. Maintenant, tu couches avec la moitié de ton équipage, mais en pixels. Et c'est réaliste. Et oui. Mais il y ça avait qu'on veut, beaucoup nous, de les gars. problèmes techniques aussi au début et Il tout y avait des face aux problèmes clients. techniques, ça, voilà, c'était codé avec les pieds. Voilà, enfin, c'était BioWare Montréal qui l'avait fait celui-là, alors que la trilogie Mass Effect c'était BioWare Calgary ou Edmonton, je sais plus. Et donc la plus gros de l'équipe était fait pour un autre projet, donc voilà. Mais franchement, ça vaut le coup. Mais quel projet? Anthem. Truc un peu bidé aussi, quoi. Et vous, mon cher Pépé? Alors moi aussi, c'est une découverte que j'ai fait un peu sur le tard. C'est une série qui s'appelle Dark. Ah oui, Et j'ai entendu parler de ça, j'ai pas regardé encore. Et on m'en a parlé plusieurs fois. J'étais là, ouais, pourquoi pas. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Et en effet, il faut se forcer un petit peu au début. Il faut 4-5 épisodes pour se mettre dedans. Mais après, c'est juste incroyable. En fait, c'est des voyages dans le temps. Et la plupart du temps, moi, les voyages dans le temps, ça me freine un petit peu. Parce qu'en fait, forcément, tu vas avoir des paradoxes. Ça va avoir ni queue ni tête. Et là, en fait, là, j'ai vu les 2 premières saisons. La 3e vient de sortir. J'ai pas encore tapé dedans. Et tout a un sens. Tout est logique. T'as très peu de non-sens. Contrairement à... Tu prends un Retour vers le futur, ça a ni queue ni tête. Et non, vraiment, c'est très... Je vois pas de quoi tu parles. J'ai kiffé. Retour vers le futur, c'est génial, mais voilà, ça n'a pas de sens. Et là, Dark, non, c'est la première fois que je vois qu'on me raconte une histoire de voyage dans le temps où je suis pris dedans et tout a un sens. T'as tout le temps envie d'en savoir un peu plus. À chaque fin d'épisode, t'as envie d'en savoir plus. Donc je vous conseille vivement la série Dark. C'est une série allemande. Moi, je la regarde en VF. Parce que c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Ouais, L'allemand, ça rappelle ta jeunesse. Donc, il y a longtemps. Ah, ça. C'est ça. Après, essayez-le peut-être qu'en allemand, J'avoue, c'est bien. ma soeur le regarde en allemand, il me semble. Ouais, j'ai fait ça aussi. Ouais. Et bon, moi, j'y arrive pas. Dès que je comprends pas un seul mot, c'est pas possible. Et les VF sont très bonnes. Oui. Il y a aucun souci. En plus, c'est 3e et dernière saison, je crois. Exactement. Et moi, on me l'a pitché en me disant que concrètement, tu comprenais rien. Il fallait se laisser porter par le truc. Ah, non, Parce que tu parles en allemand, c'est pour ça? Pourtant, j'ai un grand-père. Mais les sous-titres. Ah merde, les gars, on a dit qu'on attendait. Ouais, les sous-titres quand même. Ouais, non, mais franchement, si à chaque fin d'épisode, enchaîne pas direct, pose-toi un peu, réfléchis. Ah, mais c'est bien, tu me fais. Non, mais... Réfléchis à ce qui vient de se passer, essaye de te rappeler qui est qui. D'accord. Parce que Ok. j'en ai pas plus, mais il c'est faudra bien. se dire qui est qui a fait quoi, ok, d'accord. Tu me C'est donnes, bon, je peux enchaîner sur la suite. Après, la première saison monte tout doucement. Elle est très lente, ça monte tout doucement. Moi, j'ai mis. comprendre. C'est C'est au la 5e saison cinquième que ça commence à partir. 5e vraiment, épisode, j'étais à fond. Bon, à caler alors. D'accord. À caler. Du coup, Et quand- la 3e, là pour l'instant, je suis pas à fond dedans. Il y a eu un petit switch. Et il y a moyen que ça parte vers quelque chose de bien, je vous dirai le mois prochain. Ok. Et en fait, quand tu me dis qu'il y a une grande cohérence, je pense à Fringe directement. Je trouvais qu'il y avait dans Fringe, il y avait aussi ce côté-là où tu trouvais, t'avais jamais de dissonance vraiment. Ça fonctionnait bien, à part dans les dernières saisons où ça partait en couille. Je sais pas si tu l'as maté cette série-là.
Pardon, j'ai tiré sur le fil, j'ai pas entendu. Bon, bah, voilà. On va passer à autre chose. Il n'avait rien de plus à dire, cet enfoiré. Et voilà. Non. Attendez, je passe sous un tunnel, les gars. J'ai pas d'analyse supplémentaire. T'as Désolé. pas vu mon mouvement de panique quand j'ai tiré sur le fil j'ai pas entendu. Ah, c'est un mouvement de panique, putain. Moi, je t'ai observé, j'ai trouvé ça très drôle. Ah oui, parce qu'on va dire aux auditeurs, en fait, on boit des coups. Et du coup, j'ai dit, le premier qui renverse un verre, il me devra 5 euros. Et voilà. Non, Donc voilà, c'est je pas- pense c'est pas qu'il ce que t'as est, dit. il est en flip. Oh, Il a dit 5 euros dans Celui la qui boîte. renverse, ouais, c'est 5 euros dans la boîte. Dans la à boîte. matos. C'est ça. Oui, non, mais pas dans ta on sait poche. très bien que c'est pour ma gueule à la fin. C'est moi qui l'ai payé, le Ok, matos. c'est toi qui paieras le matos aussi. On va finir par payer 5 fois le matos, en fait. Il va se faire des couilles en or. Ouais, on aura du foot touffe dans le truc, c'était un business plan, en fait. C'était même plus un ultimatum. Tiens, bah, du coup, Momo, qu'est-ce que t'as fait, toi, cette semaine? Et bah, Ces derniers jours. moi j'ai rien branlé, mais par contre je voulais vous suggérer un truc que je croyais être en rapport avec le thème du jour. C'est l'album de Trépalium qui s'appelle D'Emballas Vaudou Doll. Voilà, je vous fais passer la pochette et je la J'avais mettrai. marqué vaudou, t'as cru que c'était. Non, mais en fait, du coup, J'ai il y un a truc à dire sur le vaudou après. Il y a un délire, ils ont un délire metal jazz qui est assez plaisant. J'aime ça. Et du coup, dans leur pochette d'album, je mettrai sur YouTube, je mettrai un petit encart. Quoi. Du coup, elle est juste splendide. C'est une meuf en mode zombifié, mais magnifique. Quoi. Avec des clous dans la gueule, faut le préciser. Avec des clous dans la gueule, ouais. Les serpents dans les cheveux. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup leur délire. En fait, ils sont en mode Mississippi jazz vaudou chelou. Mêlé avec du métal, et c'est juste incroyable à écouter. Moi, je trouve que c'est une putain de qualité. Je mettrai peut-être un extrait dans le montage YouTube derrière, ou alors je me le fais écouter si vous voulez. Un petit bout qui me fait triper, quoi. Mais, On va s'écouter ça tout à l'heure. on peut l'écouter plus tard. Ouais. Il y a juste un extrait que je trouvais incroyable, mais je vous le mettrai après. Yes. Voilà. Et donc, c'est cool ça. Donc, on s'est pas ennuyé. On a vu des trucs Toi, sympas. Pedro, t'as regardé, Luc? Tu t'es oublié? J'allais m'oublier. Il s'oublie le mec. J'allais m'oublier. Non, mais tout à l'heure, t'as parlé de série allemande, et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Mais je vais rester dans. Mais ça me fait penser à Pas autre chose, commencer à mais- dire. Ouais, moi aussi, mais ça me fait peur du coup. Allez, on va parler d'Eric, impeccable. Non, mais du coup, ça me fait penser que oui, j'ai une reco à faire pour un prochain podcast, si vous nous autorisez à revenir, messieurs, dames. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous parler absolument de Afterlife. Je sais pas si oui. quelqu'un a regardé ici. Ça me dit J'ai rien. pas encore regardé, Pas mais encore. c'est prévu. Le nom Si me tu parle. l'as, ouais, Charlie, tu Adoré. l'as vu, ça m'étonne Bah, pas. déjà rien que pour l'acteur principal. Bah alors voilà, l'acteur principal Ricky Gervais, donc Ricky Ah, Gervais, oui, c'est Ah, mais si, je l'ai vu, pardon. The Office UK notamment, plus récemment Derek. C'est un mec qui est fantastique, Ricky Gervais. Enfin, moi je le trouve vraiment génial. Il a est très, démonté très tout drôle. le monde au Grammy. Il a démonté Il tout est le monde. juste incroyable. Ouais. Alors c'était pas au Grammy, c'était au. Non, c'était pas au Grammy. C'était je sais si, plus aux quelle Oscars. cérémonie. C'était aux Oscars. Non, c'était C'était au Grammy, justement, Non, c'était au Golden Globe, je pense. Ah ouais, Au Golden Globe. c'était pas aux Oscars. Sur C'était Bon, au on a Golden cité Globe. toutes les cérémonies possibles. Au mais, BAFTA, ouais, c'était c'est pas au ça. Molière. Non, Non, c'était César. Non, c'est ça. Au Gérard. C'est ça, c'est au Golden Globes exactement. Où il s'est retourné à un moment donné vers le casting des affranchis. Et il a regardé Joe Pesci en l'appelant Gollum, et franchement, mais quand tu vois que tout le monde éclate de rire et Joe Pesci, même lui, est obligé de sourire, tu te dis. C'est la gueule de Tom Hanks qui me fait triper à chaque fois. Tellement outré. Là, il leur a expliqué. Bah, c'est pas compliqué. En fait, il a passé 10 minutes à leur expliquer qu'ils avaient beau être célèbres, leur avis, on en avait rien à foutre. Alors, fallait surtout pas s'obliger à nous le donner. J'ai adoré ça, justement. Et c'était vraiment Parce que très cool. Tu sentais que leur ego prenait très cher là-dessus. Ouais. Et il y en a qui se sont forcés à rire dans le fond de la salle. Tu voyais des sourires bien crispés. C'était très comique. C'est un très beau rose. Et bon, bref. Et donc, ce mec-là, il fait aussi et avant tout des séries. Et notamment sa dernière Afterlife, c'est un bijou, je trouve. C'est vraiment un bijou. J'avais regardé la saison 1. J'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Au départ, je savais pas à quoi m'attendre parce que Derek, c'était pas trop ma cam. The Office, j'avais adoré, mais en sachant que c'était quand même très particulier. Et avec Afterlife, il réussit un truc génial. Il réussit à me faire passer. Alors, moi et sûrement d'autres, hein, Charlie, tu me diras ce que t'en penses, mais dans la même minute, il arrive à me faire passer du rire, mais de dingue, franchement, à m'en pisser dessus, à chialer, en fait, vraiment, quoi. J'ai eu les larmes aux yeux 2 ou 3 fois devant la saison 1 et la saison 2. Et carrément, saison 2, en fait, sur un épisode, enfin, sur la fin, je vous en parle pas parce qu'il faudra vraiment la voir. J'ai carrément fait une mini crise d'angoisse, mini crise de panique pour la première fois de ma vie devant ma téloche, quoi. Bref, c'est l'histoire d'un mec qui perd sa femme, qui s'appelle Tony, et il se forge une espèce de carapace de connard, en gros. Il a décidé qu'il se battrait contre tout le monde et personne en même temps. C'est un peu bizarre. C'est son moyen de survivre au départ de son épouse, et du coup, il est méga drôle parce qu'il se lâche, il se retient pas, tout le monde en prend pour son grade, et il fait tout ce qui peut gêner les gens, quoi. Enfin, sans spoiler,
Je peux dire que dans la saison 1, tu vois, par exemple, il rencontre une prostituée. Et là où tout le monde voit une prostituée, où tout le monde se dit, bah non, faut surtout pas qu'on me voit rentrer avec une nana comme ça chez moi. Lui, il s'en bat les steaks, en fait. Il va la voir et il dit, bah, tu veux gagner du pognon? Ouais, bah viens à la maison à telle heure. Et fais la vaisselle. Et c'est ça. En fait, il lui demande de faire le ménage et la vaisselle. Et elle, bah, en fait, elle se dit, bah ouais, en fait, je discute avec le mec en même temps. En plus, il y a une espèce de rôle social. Enfin, c'est hyper touchant, c'est hyper drôle. Allez-y à fond, quoi. C'est 2 saisons de 6 épisodes, parce que c'est une série anglaise. Et que les Anglais aiment bien faire des saisons un peu courtes. Mais du coup, voilà, c'est torché en une soirée si vous voulez rattraper votre retard. On n'est pas du tout dans l'humour malaise de The Office. Non, je m'attendais un petit peu à retrouver ça. Beaucoup moins malaisant. Non, par contre, c'est beaucoup plus chargé en termes d'émotion aussi, quoi. C'est ça, ouais. Tu vas être plus mal à l'aise. Et en fait, aspect dramatique. En fait, le mec se comporte mal avec tout le monde. Limite, ça te fout mal à l'aise aussi. Ça te fait pas que marrer, quoi. Non, mais en même temps, il est honnête. Il se comporte bien qu'avec les cas sociaux, quoi. C'est ça. Avec la pute, en même temps, il est honnête. Avec le toxico, par exemple. C'est ça. Mais t'as raison. C'est-à-dire que les gens qui déjà sont un peu au bord du gouffre, ils les enfoncent pas, tandis que ceux qui ont tendance à se prendre pour quelqu'un d'autre, notamment sa collègue de travail là, qui est vraiment hyper conne, tu sais. Oui, ouais, je vois. Elle prend quoi. Elle prend, mais parce qu'elle mérite en fait. Il a décidé que les faux semblants c'était plus possible. Même avec elle, il y a des moments de tendresse. Et même avec elle, il y a des moments de tendresse, mais au moment, tu vois, où elle flanche un peu aussi. Et ouais, il est profondément humain, quoi. Bref, foncez voir ça, Afterlife. C'est méga cool. Et donc, on a fait le tour de nos petites recos. Ouais. Momo, tu voulais nous introduire les zombies. Ben oui, on m'a chargé de rédiger l'introduction. Je vais m'orienter correctement vers mon micro. Introduis-nous. Ok, ça commence bien. Ok. Donc, tantôt infecté, tantôt damné, il est parfois décrié comme la manifestation d'un manque d'inspiration. C'est pourtant bien aux zombies que nous avons décidé de dédier notre pilote. Mais tâchons au préalable de rappeler les origines du zombie. La zombification, surtout répandue en Haïti, décrit le processus par lequel un sorcier vaudou administre à sa victime une substance, la tétrodotoxine, censée simuler sa mort sous quelques jours. Les légistes s'y trompant, il déclare le décès, et le défunt est donc inhumé, encore paralysé, mais bien conscient de ce qui lui arrive. Il est plus tard déterré par le sorcier, ranimé, mais maintenu dans un état second afin de faciliter sa soumission et réduit en esclavage. Cet aspect plus politique du zombie est donc à distinguer du zombie qu'on connaît mieux, celui de l'imaginaire collectif et fantasmé du corps mort en putréfaction mais néanmoins animé d'un appétit vorace. Celui que décrivent George Romero ou Robert Kirkman pour ne citer que, et dont il est probablement pour l'heure inutile de donner une définition plus étoffée tellement elle parle à tous. Rappelons toutefois que dans le cadre de l'émission, nous nous autoriserons à parler du zombie dans un sens plus large qui couvrira également les infectés, humains encore en vie dont une maladie hautement contagieuse altère le comportement d'une façon similaire aux zombies, mais qu'il est néanmoins toujours possible de sauver. Aujourd'hui, au travers de 5 œuvres, nous échangerons donc autour de cette figure classique de l'horreur, soit parce que l'œuvre apporte une nouvelle vision de la créature, soit parce qu'elle en assoit avec le brio le caractère emblématique. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus flipper? La zombification haïtienne ou la zombification un peu plus connue du grand public finalement? Il y a quelqu'un qui a pété. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a quelqu'un qui a pété. Impeccable. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi j'assume. Il y a juste 2 trucs, c'est que le côté zombie haïtien, c'est du passé, même si ça existe sûrement encore. Et ça fait peur parce que tu dis quand même c'est taré. Et le côté pandémie, en gros, c'est plutôt un truc qui nous fait peur pour le futur, en fait. Je trouve. Ouais. Ouais, un peu là en ce moment. En plus, en ce moment, c'est bien. Si je prends vraiment mon truc à titre personnel, il n'y a rien de plus flippant pour moi que d'être prisonnier de mon propre corps. Donc enfermé. Et j'ai justement, pour les besoins du podcast, je me suis intéressé un peu à cet aspect-là. J'ai maté L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven. Donc Wes Craven, c'est Les Griffes de la Nuit et Scream. Ouais. Il avait fait un truc sur les zombies tels qu'on les décrit dans la mythologie haïtienne et dans le vaudou, quoi. Dans le folklore. Et en gros, le début du film, c'est un mec qui meurt, qui se fait enterrer, et au moment où il se fait enterrer, tu vas juste voir à travers l'entrebâillement des planches du cercueil une petite larme couler, quoi. Et tu fais ah merde, putain. Ah oui, il est encore conscient. Il est en train de se faire enterrer. Il est conscient de ce qui lui arrive, mais il est incapable de dire ce qui lui arrive, quoi. Ouais, c'est atroce. Et du coup, c'est tiré d'une histoire vraie. En plus, il y a un mec, il a mis genre 20 ans avant de ressortir de sa zombification. En gros, il a été zombifié et 20 ans plus tard, il est revenu vers sa sœur en lui disant j'ai attendu que celui qui m'a zombifié soit mort pour te l'annoncer. Celui qui l'a zombifié, c'était son propre frère, en fait, quoi. Ouais, sympa. J'ai un petit truc à apporter là-dessus, parce que du coup, t'as bien taffé sur le côté haïtien. En fait, donc ça vient bien du folklore haïtien, mais c'est associé à tort à la religion vaudou, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. C'est juste que le vaudou influence énormément le folklore haïtien, et du coup,
on associe ça au truc, mais en fait, il n'y a aucun lien formel. C'est pas un truc religieux. On est Ok, bien d'accord que les ouais, mecs, le dimanche, ne vont pas. Enfin voilà. Alors, moi, j'avais Ça, un c'est peu- sorti des comptes. dimanche, quoi. Ouais, voilà. Enfin, Mais normal. j'avais l'impression que c'était beaucoup un espèce d'environnement très mafieux aussi autour de ce truc-là, quoi. Alors, enfin, il y a différentes sources dans le folklore haïtien, notamment via tout ce qui est écrit, donc les contes. Enfin, pour le coup, ça c'est oral, mais je pensais aussi à la littérature haïtienne. Mais oui, en fait, comme tu l'as dit, les zombies à la base, c'est pas des mecs des corps en putréfaction. En fait, à la base, c'était de la main d'œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'était les sorciers qu'on appelle les beaux corps. Et donc, qui via le poison aux zombies, si vous voulez, je pourrais vous donner les ingrédients, les gars. Si vous voulez. Parce que j'ai chopé les ingrédients sur Internet. Donc, le type, voilà, est en une sorte d'état de mort cérébrale, dans l'inconscience, en fait, dans un état de catalepsie. Donc, ses muscles ne répondent plus. Donc, on l'inhume, on l'enterre. Et puis, en fait, quelques jours après, le beau corps le déterre, lui donne un antidote. Et du coup, le mec est semi-conscient, donc il ne fait que répondre aux ordres de type. Qu'il le maintient drogué aussi. Voilà. Dans les contes, le mec était là pour travailler les champs, en fait. Enfin, il était pas là pour bouffer des gens. Avant qu'on aille plus loin, puis-je me permettre de rebondir sur ton rebond? Ouais. Vous parlez de culture haïtienne, oui, mais si on peut même remonter un poil plus loin, je crois, dans l'histoire. Alors, j'ai pas de date précise, Ouais. mais visiblement, ça tire quand même. Alors, tout ça tire ses racines d'Afrique, et ce serait donc la colonisation et l'esclavage qui aurait fait se développer toutes ces. Alors, je sais pas comment dire, des thèses, théories, sciences. Il y a le métissage via la colonisation avec le christianisme, parce que le C'est folklore ça. haïtien et le vaudou, ça emprunte énormément l'iconographie religieuse. Le baron samedi, qui fait partie Le baron des samedi, lois, ouais. des esprits, qui est en fait le maître des morts, et en fait le type qui contrôle dans le folklore haïtien les zombies, en fait. Et les beaux corps. du coup, en Afrique, j'ai retrouvé du vaudou africain un petit peu, donc qui était aux prémices de tout ça. Et j'ai retrouvé les noms, et c'est assez amusant, parce que c'est des noms qui ont des consonances qui sont assez proches finalement de vaudouisme. Au Congo, par exemple, on a des traces de ce qu'on appelle les Mvumbi et les Nsumbi. Donc, On ils dirait sont un gamin qui crée des zombies, quoi. Ouais, alors j'espère que je le prononce bien. Des voitures, des fusées. Si les... D'ailleurs, vous dites zombie ou zombie? Zombie. Parce que moi, je dis zombie. Hein. Ça, c'est un... Ah, je le pense à mon fan, là. Je pense que c'est parce que t'as fait trop de Zumba, en fait. Zombie, l'écriture telle qu'on la connaît, en fait, c'est le mot anglais, mais à la base, ça vient du français créole, en fait. Et du coup, soit tu retires le E, ou soit tu tèges le M et tu mets un N à la place. Oui, il n'y avait pas de E normalement, je crois. Ouais. Du coup, au Gabon, c'est Nzumbi. En Angola, C'est pas un joueur de foot, ça? C'est clair, c'est un genre de. Tu joues à Rennes, non? Nzonzi. Ouais, C'est pas con, il y a du... Au Congo, alors, Congo avec un S à la fin et avec un K. Donc j'ai regardé, parce que je me suis dit, merde, un nouveau pays que je ne connaissais pas. Ouais. Non, en fait, c'est une région du sud Congo. Ah merde, je crois que c'était on un truc dit, dans un jeu de Donkey Kong, tu sais, tu fais du tam-tam. Ouais, sur tu les- fais, ouais. C'est Nzambi Congas. et Zumbi. Et Et le plus comique, c'est donc dans les régions de Ewes et de Mina, donc qui sont Sud Ghana et Togo, et Sud Togo et Bénin pour Mina, on dit Bibi ou Bizanzan. Ok. Ça m'a fait marrer. Le Bibi, ça fait bizarre. On dirait Chéri. Ouais, ça fait très chéri. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, ça m'a rappelé un peu ça m'a rappelé un peu ce qu'on a pu me raconter quand j'ai vécu en Martinique il y a quelques années. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais c'est des branches communes de l'Afrique de l'Ouest, de légendes un peu de l'Afrique de l'Ouest, qui ont traversé donc l'océan Atlantique. Et en Martinique, on a ce qu'on appelle le Dorlis. Le Dorlis, c'est un esprit en fait qui se désincarne la nuit et qui rentre dans les chambres pour avoir des rapports sexuels avec les gens qui dorment dans les chambres. Ah, les salauds. Alors ouais, comme tu dis, ça. Donc tu vois, c'est une autre forme, ça a pas pris un peu plus. Et en fait, j'ai pu constater que toute la Caraïbe, toute la mer des Caraïbes, Haïti, le sud-est des États-Unis, en fait, toutes les légendes, tout ce qui touche au zombisme et compagnie, ça nous arrive de lointaines racines africaines. Mhm. Et alors pour finir sur le Dorlis, pour l'anecdote, moi je trouvais ça assez rigolo quand j'étais en Martinique, c'était sympa, c'était une croyance et tout. Les zombies? Non, ouais, le Dorlis. Mais je me suis vite rendu compte que le problème c'est que ça avait des connotations un peu cheloues aussi dans des affaires un peu bizarres. Un peu parce qu'en- vrai, en plus. Voilà, je vous la fais courte. En gros, t'avais une affaire de viol, le mec, ah ouais, c'est pas moi, c'est le Dorlis, quoi. Ah oui. Voilà. Et en fait, évidemment, À part une fois au chalet, quoi. sauf une fois au chalet.
C'est exactement ça. C'est même bien, je pense. C'est exactement ça. J'ai touché ma Non mais tu vois, toi tu trouves ça drôle et tout, puis tu te rends compte qu'en fait, les tribunaux tombent pas dans le panneau. Par contre, la croyance populaire sur place, t'as des gens encore qui te disent, non, mais bien sûr, le mec il dit la vérité, c'est le journaliste. Ça lui évite de se faire lyncher, quoi. Bon, du coup, pour faire parce que là, du coup, on a l'ancrage historique, je pense qu'on est bon. Juste pour rappeler aux auditeurs, tout ce qui est folklore récien, c'est entre, allez, on va dire fin 17e jusqu'au 19e siècle. Le zombie tel que nous, tous, et vous, auditeurs, qu'on le connaît aujourd'hui, c'est Romero. Enfin, on est d'accord, c'est la nuit des morts vivants, c'est 1968. Il y a eu avant, on est d'accord qu'il y a eu avant, il y a eu des livres, il y a eu des machins, des trucs. Mais c'est Romero. C'est ça qui l'a rendu populaire. Voilà, c'est la vision du zombie moderne tel qu'on l'a, c'est Romero. Enfin, sauf vivant, dites-moi le contraire si. Ouais, voilà. Non, je pense que t'as raison. Bien sûr que c'est Après, il a évolué au fil du temps. À fond les ballons. Suivi par Thriller de Michael Jackson. Ah oui. Une grosse influence aussi. C'est vrai, t'as raison. Première mention du terme zombie en littérature, c'est 1697. C'est Pierre Corneille Corneille Blessois, qui fait référence dans un de ses bouquins de la période Basse-Terre en Guadeloupe. Voilà, m'en demande pas plus, je n'ai copié que ça. J'ai déjà chopé des infos, fais-moi pas chier. Ok. Mais effectivement, filmiquement, enfin pour ce qui est de la représentation graphique, c'est Romero, je pense. Pour à peu près tout le monde. Oui. Et en fait, même quand on n'a pas vu le film, on a déjà vu des images de ce truc. Enfin, la nuit, c'est la base. Mais d'ailleurs, moi, je me le suis maté pour préparer et les maquillages étaient vraiment pas au point. Enfin, les mecs avaient juste, on leur a juste foutu des cernes, ils étaient à l'arrache. Mais c'était, il y avait du gris, il y a des faux c'était en noir et blanc, donc ils avaient pas besoin de les foutre en gris, quoi. Mais tu sentais que c'était le film, leur premier film, quoi. Ils étaient vraiment à l'arrache, quoi. Les maquillages étaient pourris. T'as un peu de faux raccords, t'as du ketchup qui traîne. Oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 faux raccords aussi qui sont assez ouf. Mais du coup, il est assez plaisant à mater quand même, quoi. Il faut y aller. C'est un huis clos, enfin il est mine de rien. C'est assez malin aussi. Il vieillit bien par rapport à ça parce que c'est un huis clos, donc de toute façon le mec avait un. T'as pas besoin de faire dans le spectaculaire aussi. Il pouvait pas, donc il a fait avec les moyens du bord. T'as quand même une bagnole qui explose. C'est vrai. Il était passé d'ailleurs pour Halloween dernier au 14A à Nantes. On avait raté ça, les gars. D'accord. Bien. Qui est-ce qui va nous lancer son petit sujet, Je crois que c'est moi. C'est toi, Charlie. C'est moi. Vas-y, Chacha. Avec ma belle voix de Tu vas nous parler de ton objet pop culture du mois. Ah, c'est bien parce qu'on en a déjà parlé vite fait. Bah oui, un petit peu. On a mentionné. Et Angelo qui a chanté. Ouais. Tu peux le refaire, hein? C'était moi. Ah ouais, excuse-moi. Putain, tu confonds ma belle voix avec celle d'Angelo, quoi. Sympa. On disait c'était juste, c'était bizarre. Ne nous fais plus languir, de quoi vas-tu nous parler? Et du coup, je vais vous parler de la chanson Zombie des Cranberries, tout simplement. Ah non, là on a tous un casque, alors fais pas ça. On est d'accord que tous les mecs qui ont fait de la guitare dans cette pièce ont commencé par apprendre cette merde avec. Après Nirvana. Ouais, c'était Nirvana. Totalement Nirvana. Et non, j'en ai été simple, mais du coup, j'ai attaqué la chanson Zombie. On se dit, peut-être que c'est pas complètement relié, mais il y a quand même un lien. Déjà, je vais faire juste. Quand est-ce qu'elle est sortie cette musique? C'était en 1994 déjà. Oh putain, j'aurais dit plus tard. Daté, Ah ouais, j'aurais dit 96 ou 17. Pépé avait déjà 40 ans à l'époque. Calmez-vous. C'était sur donc l'album Noni Toarguillo. C'était le best-seller qu'ils ont eu à cette époque-là. Pour vous faire un peu de chiffres, c'était la 14e place des charts du Royaume-Uni. Ils ont été première place des charts américaines pendant 6 semaines. Pas mal. Première place du top 50 français pendant 9 semaines et pendant 19 semaines dans le top 10. Ce qui est pas mal. Pas mal. Et certifié disque d'or, écoulé à 484 000 exemplaires le single. Et combien de prothèses auditives après que... Donc juste donc une petite info quand même sur le groupe quand même des Cranberries. Vite fait quand même. Ça a été formé en 1989 par le guitariste Noel Hogan. Il y avait aussi donc le bassiste, excusez-moi, Mike Hogan, son frère, tout simplement. Ça se tient, hein. Ça se tient. Le chanteur à l'époque c'était Niall Quinn et il y avait le batteur Fergal Lawler. Excusez-moi. Et en fait, Quinn s'est barré. Il a été remplacé par la chanteuse qu'on connaît tous, Dolores O'Riordan. Qu'on connaissait tous, qu'on connaissait tous avant son accident de peignoir. Pardon. J'ai tendance à crier qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Non, mais elle est décédée à 46 ans le 15 janvier 2018. Ah, Mollusque ne savait pas. Mollusque est passé à côté de l'information. l'information. Il est passé quoi?
Bah, elle est morte. Elle s'est noyée dans sa baignoire. Enfin, elle est décédée. Elle est devenue un zombie. Visiblement, elle était bien charrette. Ah ouais, elle était défoncée, ouais. Ah bah, elle était. Tu vois, nous, en lendemain de soirée. Non, je me suis dit, elle aurait peut-être pu se noyer sous la mousse, elle a mis trop de bamboussant. Non, Ça, c'est pas nous pour le coup. Ça, c'est pas... Je crois qu'elle était un peu paf et qu'elle s'est un peu endormie dans son Le bamoussan était dans l'estomac, là. Enfin, tu vois. Ah oui, ok, ouais. Oui, il y avait une question de ça. C'est phrase de la Seconde Guerre mondiale. Le bamoussan est dans l'estomac. Enlever la question d'intoxication. Enfin, il y avait un peu. Elle était sous médoc, tout le bordel. Et pour la petite info, à l'origine, le groupe s'appelait The Cranberry Sauce, nous a vu. Et en fait, quand tu lisais vite, ça faisait The Cranberry Sauce, donc la sauce de cranberry. Et après, ils ont fait Cranberry, c'est pas mal, ouais, c'est peut-être mieux, ouais, quand même. Et en fait, ça ne marchait pas du tout jusqu'à temps qu'ils aient cette grande chanteuse et qui leur a amené les plus grands succès qu'ils ont eu. Donc, pour la petite info, au niveau du groupe. Et l'histoire de la chanson, vous allez voir, c'est pas ouf. C'est pour ça qu'on est là. Donc là, on rigole un peu et après, on va tomber un peu dans le mélo. Un léger regret sur le choix du sujet, peut-être. Non, parce que je le savais à l'avance. Donc justement, on est le 20 mars 1993 et l'Irish Republic Army, l'IRA, qu'on la connaît, fait exploser 2 bombes dans le centre-ville de Warrington, c'est au nord-ouest de Londres, causant la mort de 2 enfants. Ouais. Voilà, on part bien, c'est vrai. Ouais. Donc les Cranberries sont en Angleterre à ce moment-là, ils apprennent l'information et elles se décident d'écrire une chanson là-dessus. Ce qui fait qu'un an après, on a la chanson Zombie. Voilà. Déjà, ça met le thème. Vous êtes bien là ? Là, on est bien. Et alors, je vais reprendre quelques petits morceaux, mais parce que ça parle pas que vraiment de ce moment-là, il y a plein d'autres choses. Il y a une grande histoire entre l'IRA et l'Angleterre. Il y a quand même pas mal de guerres, ils sont bien foutus sur la gueule. Je pense que d'ailleurs, il y aurait moyen presque d'en faire un podcast futur. J'ai plein d'idées. Tu pourrais... par exemple, ils disent à un moment « It's the same old theme since 1916 ». Donc c'est la même rengaine depuis 1916, parce qu'il y a eu la grande guerre de... Comment ça s'appelle ? De Pâques, l'insurrection de Pâques, où l'IRA s'est construite, a créé, essayer de démonter l'Irlande, en fait, retomber le gouvernement, l'Angleterre. Non, en plus, c'était vraiment pas cool. Hein. Du coup, on tue les citoyens et tout machin, donc c'est vraiment la belle époque, quoi. Des bons moments, quoi. Là, je suis en train de réaliser que c'est une chanson engagée, alors que oui, c'est complètement... Moi, j'avais juste retenu le Zombie. Je m'étais arrêté là, en fait. Je crois qu'elle faisait une cérémonie vaudou, en fait. Et en fait, à l'époque, donc, c'est un soulèvement catholique qui va durer jusqu'à... Donc, je crois que c'est 1918. Ça dure pas si longtemps que ça, mais bon, après, c'est revenu plusieurs fois, donc c'est normal. Et du coup, en fait, derrière, on va parler en fait des fabricants d'armes, des soldats, enfin plein de choses, en fait, derrière. C'est très... Justement, politiquement, c'est clairement en bande d'enculés, de soldats. Qu'est-ce qu'ils disent derrière ? T'as they are fighting with their tanks and their bombs, and their bombs, and their guns. Donc, ils se battent... avec leurs bombes et leurs guns, on a entendu. Avec leurs tanks, avec leurs bombes, avec leurs armes. Ouais. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de dire que c'est de la merde, la guerre. C'est fou, ça. Et franchement, fallait le trouver. Fallait la trouver, cette phrase. Elle a fait Miss France, non ? Ouais, je crois. Non, je suis contre la guerre. Non, c'est un peu plus posé que ça, quand même. Ça va un peu plus loin que ça, quand même. Comment pourrir tout le message. Non. Et donc, dans le refrain, c'est « What's in your head, zombie ?» Donc, qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous, les zombies ? Et du coup, le mot zombie, en fait, il est relié à 3 choses. À votre avis, il y a quoi ? Le fait d'être décérébré... Non, mais... 3 personnes, on va dire, 3 types de personnes, en fait, plutôt. Les politiques. Les soldats qui vont obéir aux ordres. Les soldats qui vont obéir aux ordres, du coup, qui réfléchissent plus à ce qu'ils font. Une sorcière vaudou, probablement. Une partie du peuple aussi. Les dévots. Aussi le peuple, en fait, qui est encore présent et qui vivent sous la pluie des machins et qui sont juste... on est juste en mode survie, on n'est pas... Voilà, donc il y a ça. Et le dernier, c'est les fabricants d'armes qui sont... Juste des FDP de base, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Et en fait, après, ça finit en fait avec la petite phrase de morale, c'est in your head, they are dying. Donc dans votre tête, ils meurent, en gros, pour dire, de toute façon, dans toute votre vie, maintenant, vous allez vous en rappeler, quoi. D'accord. Un message d'espoir, donc. Ouais, c'est beau. Ok. d'espoir... En tout cas, c'est... non, pas trop d'heure, c'était de l'humour. Et ouais, donc ça, c'est la chanson et tout. Et il y a un truc aussi sur le clip. Alors, je sais pas si vous voyez à quoi ressemble le clip. Elle est toute en doré. Elle est toute en doré. Il y a une croix dans le fond. Et en fait, je savais pas ça vraiment. J'ai appris, par contre, en faisant mes recherches. Donc, c'est vraiment une connotation religieuse aussi. Ça revient au martyr Saint-Sébastien, qui s'appelle le Goy. Saint-Seb, on l'appelait Saint-Seb. Saint-Seb. Wesh.
Et en fait, donc c'était un martyr de l'église catholique. Et c'est à l'époque romaine, si je ne me trompe pas, on est au 9e siècle à peu près. Non, n'importe quoi, 3e siècle. C'est parce qu'on en reparle en 800 ans dans les écrits, mais non, c'est au 3e siècle. Et en fait, à cette époque-là, ils n'étaient pas encore trop chrétiens, les Romains. Pas tant que ça. Et on commence à lui dire qu'il a fait des miracles et tout, ça commence à foutre la merde. Et ils disent, en fait, le mec, t'es un chrétien, donc c'est pas bien, donc on va le buter. Et c'est la belle époque, quoi. La belle époque. Ça a mis 4 siècles et demi, puisque c'est Concile de Nicée, 400 et quelques, en fait, Rome ouais, c'est ça, décide que ça sera la seule et unique religion et arrêtez de nous faire chier. À cette époque-là, ils sont encore païens, enfin... Ouais. Et en fait, ils leur font, soit on te bute toi et tes soldats, enfin non, soit on bute tous tes soldats et on te laisse tranquille, soit on te bute toi, et voilà. Donc lui, il fait, je vais pas laisser mes soldats, je vais pas laisser mes soldats mourir. Par contre, c'est ces soldats qui ont dû lui envoyer des flèches dans la gueule. Quand même. Ah ouais? Ouais. Et c'est pour ça, en fait, dans le clip, on voit des enfants avec des archers, elle en doré derrière une croix et tout, machin. Donc c'est relié avec la symbolique du gars qui s'est fait exécuter pour sa cellule-là pour éviter qu'il se fasse crever, en fait, derrière. Ouais, ça m'étonne pas, elle était très catholique, cette nana. Mais pourquoi en doré? Puisque alors le côté doré, il n'y a pas de le côté doré, il n'y a pas de signification. Okay. Non, pour le coup, non, il n'y a rien du tout. Le clip, c'est entre ça. Maintenant, il y a la signification, ça parle beaucoup plus, et plus des images d'enfants ou de soldats d'Irlande qu'on peut voir derrière, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup. Non, sérieusement, c'est le genre de truc, on l'a tous entendu 10 000 fois. Je pense qu'on n'avait pas la symbolique. Et le clip, je l'ai pas vu beaucoup, mais le peu que je l'ai vu à chaque fois, ça m'interrogeait. C'est cool de savoir. Ils l'ont ressorti après son décès. Il est passé à il est passé 3e des clips les plus vus. Tu peux rappeler la date de son décès 2018. 2018, donc il y a tout ça pour faire du pognon. Donc, Pépé, toi, je crois que tu as attrapé ta manette exactement. Pour parler de zombies. Alors moi, on va apprendre beaucoup moins de choses avec moi. Oh, dis pas ça, Pipotame. Ça y est, alors j'aime pas les mecs qui commencent comme ça. Ouais. Ça, c'est les mecs qui, tu sais, qui disent « Ouais, j'ai pas trop réussi le contrôle, non, mais moi, il y aura 18 et demi, tu vois. » Il y aura beaucoup moins de dates, beaucoup, voilà. Donc moi, tout simplement, j'ai pris ma manette et... J'ai pas joué du tout à ce que vous vouliez. Et j'ai joué à Zelda. J'ai joué à Mario. Un petit Pokémon et je me suis dit je vais me démerder. Non, j'ai pas trouvé de jeu de zombies. Les dernières années, on a pas eu, quoi. Moi, j'ai grandi avec Resident Evil. Yeah. Alors c'est forcément, quand on parle zombies, jeux vidéo, on pense tout de suite à Resident Evil. Yep. Et moi, vraiment, j'ai vraiment de l'affection pour ce jeu parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai eu, je devais avoir 14-15 ans. Donc bon, déjà, oui, c'est il y a longtemps. Attends, j'ai mal fait mon calcul là. C'était en 1996. Je l'ai donc noté. Là, t'avais quoi, 37 plus je vais pas le dévoiler. Tu parles du premier. En fait, mais je l'ai eu sur le tard. Je l'ai pas eu en 87. Et tu parles du premier Resident ou... Le premier. Je parle du tout premier. Ouais. Je me souviens que j'étais allé l'acheter dans une boutique de jeux vidéo à Nantes avec ma mère. Et à l'époque, tu vois, t'avais pas internet pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. T'avais vite fait le mec, elle savait pas ce qu'elle m'achetait. Et en plus, le vendeur lui avait dit, mais si, c'est marqué 18 plus. Oui. 18 mois et plus. Ça veut dire que ça vaut plus que 18 sur 20. Allez-y, c'est bon. Mais elle a même pas regardé derrière la pochette. Tu voyais des taches de sang. Pourtant, il y avait un gros zizi sur la jaquette. Mais c'est beau, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire sur PlayStation ou Saturn, le premier Resident Evil? Oui, c'était sur Saturn. C'était sur Saturn. Il était. D'ailleurs, je l'ai essayé bien plus tard sur PlayStation. Il était bien mieux fait sur Saturn. Moi, je préviens. Pour les plus jeunes, Saturn, c'est pas qu'une planète. C'était une console de jeux vidéo. Ils savent pas que c'est une planète. Elle a pas duré longtemps. Mais c'était une bonne console. Mes cousins l'avaient, j'étais jaloux 3000, quoi. Elle était tellement mieux que la PlayStation. C'est marrant parce que mon premier souvenir de Sega Saturn, c'est Resident Evil aussi. Tu m'étonnes. Et par contre, mais attends, mais non seulement ça m'a fait découvrir les zombies, parce que moi, j'avais pas trop cette culture du zombie. J'avais pas vu de film. Enfin, si vite fait dans des jeux vidéo avant. Parce qu'avant, en fait, t'avais déjà les zombies étaient déjà présents dans les jeux vidéo, mais plus dans des univers de médiéval fantastique. Le zombie, c'était plutôt le bonhomme contrôlé par un sorcier. Voilà, c'était pas un personnage très très important en fait. Et là, pour la première fois en fait, dans ce jeu-là, le zombie avait une place vraiment importante.
J'ai appris l'anglais grâce à Resident Evil. Parce que sur Saturn, il n'y avait pas de sous-titres. C'était quoique il y avait peut-être des sous-titres, mais je comprenais pas plus parce que c'était des sous-titres en VO. Donc je comprenais rien. Bref, en fait, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Et j'ai découvert après, par la suite, ça a fait naître une passion pour les zombies derrière. Et dès qu'il y avait un jeu vidéo sur les zombies, je voulais absolument y toucher. Et en fait, j'ai découvert avec du recul que Resident Evil, en fait, il avait vraiment donné un élan à tous les autres jeux vidéo derrière, en fait, parce que comme je disais, c'était la première fois que vraiment le zombie avait une place importante. Mais après, il était quand même, il y avait quand même des contraintes techniques qui faisaient que voilà, le zombie, il était lent, il était moche, il était pas spécialement intéressant. Et petit à petit, avec l'évolution de la technique dans les jeux vidéo, on s'est rendu compte que le zombie, finalement, il pouvait être autre chose qu'un cadavre qui marchait à 2 à l'heure. Et à la base, un simple marcheur qui se dirige vers toi en faisant des bruits de bouche, il s'est mis à courir. Il s'est mis à grimper. Il s'est mis aussi à être de plus en plus crado. Et maintenant, dans les jeux actuels, même dans les films, dans les séries, le zombie est devenu vraiment une abomination. C'est quelque chose de dégoûtant, ouais, ça, c'est dégueu. Et qui te court après, pour moi, en fait, c'est parti de Resident Evil qui a relancé en fait la mode du zombie, parce que dans les films, en fait, ça traînait un petit peu. Enfin, non mais vraiment, dans les années 90, ça devenait comique en fait. Ouais. Ça devenait comique, ce zombie qui. Moi, je reviens sur Thriller Michael Jackson, c'est trop bien. Enfin, là, ils ont du move. Ouais, mais après, Resident Evil, ils ont aussi apporté plein d'autres choses, genre la vision cinématographique du jeu vidéo, le hors-champ, les choses comme ça, les choses que tu vois pas aussi, directement qui vont quand même flipper, un côté cinématographique dans Resident Evil. Evil. Qui est très important aussi. L'ambiance, enfin, si ma mémoire est bonne, parce qu'à l'époque, j'étais pas, et ça a pas beaucoup changé d'ailleurs, j'étais pas très jeu vidéo, mais moi, dans ma mémoire, c'est surtout qu'il y avait une ambiance sonore qui était un peu jamais vue, ça me foutait. En fait, il y a eu un vrai taf là-dessus. Ouais, c'est ça me mettait vraiment dans le truc. Je crois que le seul truc qui me fait plus baliser que ça, c'est Silent Hill. Je pense qu'on allait y venir en fait, parce que Silent Hill, c'est pour moi c'est pas le même genre d'angoisse. Non, c'est pas la même angoisse, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pensé pour te foutre dans une ambiance complète. C'est-à-dire que t'avais l'image, t'avais le son, t'avais l'histoire. Je sais pas, comme je m'y connais pas trop, je sais pas s'il y avait des jeux à avoir fait ça avant, mais moi en tout cas, quand j'ai vu mes cousins jouer à Resident Evil, j'avais les miquettes. De souvenirs, non. De survival comme ça, avant t'avais des zombies walkers dans les jeux de plateforme, voilà, enfin fallait sauter dessus comme dans Mario. Tu tapais dessus, il partait, c'était juste un obstacle. En mode survival comme ça, pour moi c'est le premier, enfin j'en vois pas. Mais après, tu parles de Silent Hill, pour moi Silent Hill, c'était vraiment angoissant. Ouais. Resident Evil, c'était plus des peurs, tu sursautes, tu as un peu peur parce qu'il faut que tu calcules ton trajet, faut que tu fasses attention à tes munitions. Silent Hill, c'est vraiment de l'angoisse. Moi, j'ai eu du mal à le faire, Silent Hill. Silent Hill m'a traumatisé. Angoissant. Moi, il m'a traumatisé. Resident Evil, pour moi, c'était palpitant. On l'a foutu dans la PlayStation, j'avais 10 ans, c'était la démo, juste la démo. Les 2 premières minutes où t'es dans le brouillard, là, dans les couloirs rouges et tout, t'as juste des... Et du coup, c'est marrant parce que, en fait, c'est à peu près la même époque, mais c'est aussi des contraintes techniques qui ont fait que voilà, ils ont mis du brouillard et ils ont réussi à créer avec ces contraintes techniques, ils ont fait un truc très angoissant qui collait parfaitement. Et Resident Evil, c'est pareil en fait, tu vois, par exemple, il y avait besoin de chargement tout le temps. Ouais. Et ben ils t'ont rajouté des portes un peu angoissantes. Ça sortirait maintenant, ce serait inadmissible. Je sais pas, c'est des mécanismes. Maintenant, tu mets une porte qui s'ouvre toutes les 5 minutes, ça passe. Là, on est d'accord, c'est mais à l'époque, ils ont réussi à en faire un truc bien. Le hors-champ, et puis les hors-champ apporte énormément parce que le hors-champ laisse la place au fantasme en fait. Oui, mais ça venait pas de l'imitation technique, c'était la volonté de Mikami de faire. C'est bien Mikami, je dis pas. Non, Capcom Resident Evil. Konami, c'était Silent Hill. Non, Mikami, je parle du. Tu parles du réalisateur, d'accord. Il me semble que c'est lui, mais peut-être que j'ai une connerie. Mais ça venait de sa volonté aussi de faire un truc très cinoche au final, quoi. Oui, les plans fixes peut-être. Pour moi, c'est une limitation technique, mais je sais pas. Il y a peut-être un mélange des deux. La 3D précalculée qui faisait que voilà, tu pouvais. Du coup, est-ce que tu nous as donné l'année au départ? Je me souviens plus. 96. 98, c'était déjà la suite. Déjà Resident Evil 2. Resident Evil 2. J'ai commencé par le 2, moi, directement. C'est celui quand même qui est le plus épique connu en tout cas. Oui, dans les rues. En fait, ils ont fait le remake aussi, donc là, on en a pas mal entendu parler. Même avant, tout le monde en parlait beaucoup, même du 2 qui avait vraiment éclaté le premier. Ils avaient fait évoluer un petit peu la formule, quoi. Sur le côté Resident Evil aussi, je trouvais impressionnant, c'est qu'il
plus que des zombies, ils créent d'autres, les chiens zombies, les machins, enfin, le Ah, Nemesis, mais- ils allaient très loin dans... Bah ça du coup en fait tu l'avais déjà dans... Ouais, dans le premier. Hein. Ah non c'est dans le 2, ouais, le Nemesis ouais, c'est dans le 2. Dans Ouais. le 2, C'est là qu'ils ont vraiment... Mais t'as pas déjà des chiens dans le premier ou des trucs Dans le comme ça premier, ouais. Bah si, tu vas avoir des moments un peu cultes où tu passes dans un couloir et puis la première fois tu passes, il se passe rien. La deuxième fois, t'as le chien qui traverse la fenêtre. C'est ça. Et ils ont joué avec ça aussi quand ils ont fait un remake. T'as des gros jumpscares là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez le faire, je vous conseille plutôt de faire le remake parce que le premier a mal vieilli. Ah bon? Enfin, pourquoi pas, ça se tente. Et même le remake, je trouve qu'il commence déjà à vieillir. Mais bon, ça mériterait déjà un Le nouveau remake, il date de quand? De 2019 Ouais, non, le remake du premier. Ah, du premier. Le remake du premier, il était sur GameCube. Alors, tu me faisais peur, je fais... le remake du premier, il était sur GameCube. Mais ils en ont refait, ils l'ont refait depuis. Bah après, oui, t'as eu le remake remaster. Voilà, Ils passent leur temps à refaire leur jeu. Là, tu vois, il est sur PS4, le remake. Et à la base, c'est sur GameCube. Mais, Cool. Mais d'ailleurs, la licence en est où là? 7. Et bah non, ils sont au 2. Non, sérieux? C'est Non, vrai? ils ont fait le remake du 2. Voilà. Et le remake du 2, le remake du 3, pardon. Ouais. Et il y a le 8 qui va C'est pas, qui est prévu là. D'accord, ils ont d'accord, commencé à teaser. Ils ont commencé à teaser. Ils ont Mais du bien coup, bossé moi, je viens de finir le 2 là. Ouais. Dernièrement. Et en fait, du coup, là, pour moi, le 2, le zombie que tu vois dans le 2, parce que je vais revenir quand même sur le zombie plus que sur le jeu vidéo Resident Evil qui m'a marqué, mais c'est le zombie que tu vois dans le 2, pour moi, c'est l'image du zombie que je m'étais faite gamin, en fait. D'accord. C'est le zombie qui est lent, qui est dégoûtant, mais qui, en même temps, peut avoir des mouvements un petit peu saccadés, qui peut continuer d'être dangereux alors qu'il est à terre. C'est cette image-là que je m'étais faite gamin, en fait, du zombie. Après, après sur le tard que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres facettes aux zombies dans les films. Et des zombies qui vont te courir après, des zombies qui vont être pas forcément... Ouais, encore une fois, on en parlait au tout début, puis on n'est pas vraiment revenu dessus, mais c'est la grande différence aussi entre le zombie et le zombie tel qu'on l'entend, vaudouisme et compagnie, et l'infecté. C'est ça, ouais. Parce que dans l'intro, on parlait des origines. Oui, on est plutôt sur une personne qui est vivante, en fait. Une personne vivante qui a perdu le contrôle. Là, dans Resident Evil, c'est désinfecté. C'est désinfecté, mais au bout d'un moment, des infectés qui commencent à perdre des membres. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est qu'ils on est dans la bascule. C'est qu'ils ont coupé il n'y a plus de cerveau, en gros, le cerveau ne sert plus à rien. Enfin, t'es mort, voilà, t'es mort cérébralement, vraiment. Là, par contre, t'as pas le côté, genre, tu sais ce que tu fais, quoi. Ouais, pour le coup, ils ont plus du tout conscience. Mais c'est ça aussi, le jeu vidéo a lancé ça aussi parce que, en fait, ça permettait de censurer un petit peu. Parce que dans les jeux vidéo, tu pouvais pas, enfin surtout à l'époque où t'avais beaucoup de polémiques dès qu'un jeu vidéo était violent. Donc si tu te mettais à tuer des vraies personnes, ça le faisait pas. Si, il y a l'exemple un jeu de voiture, Carmageddon, je sais pas si vous savez Carmageddon. Tu prends Carmageddon, un GTA, tu prends un Postal, c'est pareil en fait. Ouais, après ouais, ça arrive un peu plus tard. Tu butes tout le monde. Mais sauf qu'à l'époque, Carmageddon, il avait été censuré. À la base, tu écrasais les piétons. Ouais, je me souviens, j'avais joué à une démo étant gosse. T'avais joué à la censure ou la... Non, c'était une démo non censurée. Donc le sang était rouge, quoi. Ou alors, enfin, je sais pas si... c'est ce jeu-là où parce le sang que, était je me souviens que vert. c'était trash. Bah, tu vois, t'as joué à la version censurée. Le sang était vert. Et... Parce que dans la vraie version, moi je me souviens, j'avais joué à la version non censurée. T'avais même des mémés qui se baladaient dans la rue, tu les défonçais et ça giclait de rouge partout. Et c'est devenu... C'est ça maintenant qu'on t'appelle Pépé, hein. Et le zombie en fait a servi à censurer en fait tout ça, et c'est pour ça que du coup de plus en plus t'as vu des zombies dans les jeux vidéo, mais souvent dans un aspect comique. Et Resident Evil c'était plus dans la vague, on est dans du sérieux, on est là pour se faire peur, et après bah t'as une explosion dans les deux sens, hein, que ce soit dans le zombie pour te faire peur ou le zombie pour te faire rigoler avec des Dead Rising, etc. Quoi. Ouais, cool. Très bien. Et Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais. Je suis parti un peu dans tous les sens. Je voulais aussi parler des zombies nazis qu'on peut croiser dans certains jeux vidéo. Comme quoi, le zombie sert vraiment
Le zombie est ouvert d'esprit. Voilà, le zombie est- C'est ça que tu voulais dire, Non, d'accord. comme quoi, le zombie, au même titre que le nazi, tu peux le tuer sans avoir de scrupules. Et c'est pour ça qu'ils sont très utilisés dans les jeux vidéo. Tous les nazis n'étaient pas des gens mauvais. J'aimerais qu'on fasse un podcast sur les nazis aussi un jour. Les zombies nazis, c'était les meilleurs des nazis. En tout cas. Ok, c'est bon, on est déjà straqués, on peut arrêter le podcast, les gars. Allez, ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu fous du nazi dans n'importe quoi et tout de suite, moi, je like. Direct. Il y a un vrai. Alors, on va vraiment faire le mot de la fin parce qu'on déborde, mais parce que par C'est rapport pas fini, hein. au terme politique, par rapport à Resident Evil, à l'époque où le 5, je crois, sortait, donc après le 4. Bien ça se passait joué, en Afrique. bien joué. Et ouais, les gars. Remarque, Ça, le 8 va sortir après le 2. Ça se passait en Afrique et il y avait eu un énorme scandale à l'époque. C'est là, ouais, des zombies noirs, mais c'est abusé, c'est trop raciste. Mais qu'est-ce qui est raciste en fait, de faire des zombies noirs ou de discriminer les noirs et de ne pas en faire des Ouais, noirs? parce qu'on avait pas vu. Pour de moi, c'était zombies ça qui noirs était dans les raciste jeux en fait, vidéo, de ouais. dire non mais attends, par contre buter des Allemands, des Russes, Attends, c'est normal, faux. mais Dans pas des- Resident Evil 1 sur PS1, t'avais pas beaucoup de skins de zombies. Hein. T'avais les zombies blancs que tu retrouves au tout début, Ouais. et plus tard t'avais des zombies noirs. Et rien pour les Asiatiques, et Mais, voilà. mais à l'époque, il Super. n'y avait pas eu de polémique. Hein. C'est juste, t'avais Mais non, deux mais zombies c'est- différents. C'est fou comme Et là, politique, ouais, c'était plus- bien plus tard, tu as grosse polémique. Je me souviens à dos, ça m'avait vénère parce que c'est là, non mais en fait ce qui est raciste c'est de dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Au contraire, Ouais, tout le monde est à la même étoile. Enfin, tout le monde C'est est toujours la à la même enseigne. À la même enseigne plutôt qu'à la même étoile. Bah, on est tous mis sous la même étoile. Oui, on est tous nés sous la même étoile, mais c'est pas Il s'est pareil. transformé en Super, Emmanuel c'est pas Noir, un le thème, mec, là. quoi. C'est chaud. En thème, non, Sur pardon. ce que tu vas ouais. lui mettre, là. Mollusque. Je crois que toi, tu t'es plongé dans des Marvel. Et oui, j'ai pris des BD. Attends, je vous les remets. Voilà, si vous voulez feuilleter comme ça. Oh bah oui, atelier lecture, les gars. Atelier lecture. Allez, on vous laisse pour une me deuxième. circuler. qui fait... Alors, du coup, oui, je me suis penché sur les zombies Marvel que j'avais depuis un moment. Bah, elle a des gros Et, nénés. je les ai revus. Et oui, il y a des gros nénés effectivement dans les Marvel. Et bah du coup c'est un truc assez décérébré mais c'est très cool. Ça mélange notre passion des super-héros et des zombies. Voilà. Parce qu'en gros. C'est bon, t'as pas besoin d'en dire plus, c'est bon. Et ben voilà, bah, je m'arrête là alors. Attends, il y a Venom, il y a des... Ah d'accord, ok, il y a sont des... tous- Non, je crois pas que t'es Venom. C'était pas Venom là que j'ai vu. Non, C'est vrai que ça commence par tu Venom. dois le voir vite fait sur des illustrations, mais il intervient pas dans l'histoire. J'ai pas compris pourquoi on le voyait. Mais du coup, bref, en gros, ça part de la base de l'histoire. On est sur notre terre à nous. Et vous savez que chez Marvel, il y a plusieurs univers qui s'entrecroisent. Quoi. Donc on est sur notre terre à nous, et un jour, t'as un des 4 fantastiques qui va ouvrir une brèche vers un autre des mondes, et qui va y aller. Sauf qu'il va atterrir dans un monde qui est déjà totalement dévasté. Et du coup, quand il arrive, tous les super-héros qui l'entourent, l'encerclent, sont des zombies. Donc du coup, il réussit à s'enfuir in extremis, et puis il se fait sauver par Magneto, qui n'a pas encore été zombifié Serge dans cet univers-là. Pardon, excusez-moi. Bref, ça Canal Plus. se barre très vite en couille, c'est absolument décérébré. Et Pépé est content parce qu'il voit Hulk en zombie. Hulk zombie énorme. Pépé vient de voir Hulk, j'ai cru Et qu'il était en train de se Hulk, il branler. est incroyablement chiant, il n'y a pas plus chiant comme perso en fait. Il Déjà, est en plus, il est génial. vachement cérébré quand il est pas Oui. zombie, alors c'est bien quoi. D'habitude, il Ouais, réfléchit beaucoup. ouais, Est-ce non qu'il mais est là, intelligent là c'est juste Hulk à faim, voilà. Donc voilà. Non, Mais, mais j'ai pas dit qu'il était intéressant, mais il est classe quoi. ouais, bah, tu lui demandes pas de faire une thèse quoi. Le mec est physicien. Non mais du coup il y a quelques particularités des zombies. Bah déjà évidemment ils vont garder un peu leur conscience parce que sinon tu vas juste avoir des trucs totalement décérébrés, c'est pas très intéressant. Donc ils vont garder un minimum de leur conscience. Une autre des particularités c'est que ils ont toujours envie de bouffer évidemment, mais une fois qu'ils sont repus, ils vont commencer à développer des remords. Oh, c'est mignon. Et non, mais ça, c'est super intéressant dans la psychologie, notamment de Spider-Man, qui est une pleureuse absolue dans le truc, qui passe son temps à dire, oh putain, j'ai buté Mary Jane, j'ai bouffé Tante May. Enfin, voilà, c'est genre, il va juste bouffer quelqu'un, c'est juste En trop même temps, drôle, je quoi. veux juste te dire, Tante May dans les derniers Spider-Man, je le boufferai. Non, bref. Oui, mais lui, il lui a bouffé la jambe, quoi. C'est que ça part assez facilement en couille en fait. Il y a ce côté-là où bah du coup t'allais pas juste rester sur Terre. À un moment donné, t'as Galactus qui se pointe quoi. Qui fait je suis le dévoreur de monde. Je vais tous vous défoncer et tout. Et t'as les zombies qui sont là. Galactus, ouais, ça a quel goût ça on va goûter. Donc
En gros, ils se font un peu défoncer, ils battent en retraite, ils y retournent une fois qu'ils ont un peu repris leurs esprits, et puis ils défoncent Galactus, et là, du coup, ils sont investis, en plus d'être zombies, des pouvoirs de Galactus, donc ils peuvent voyager dans l'univers. En gros, il y a de respect pour aucun. Mais non, mais en fait, alors du coup... Je vais dire que ça allait plutôt sur du Jean-Pierre Coff zombie, mais du coup, est-ce que c'est l'armon ou pas? C'est de la merde. C'est de la merde. En fait, tu vois, il y a quand même Robert Kirkman en termes de scénariste, et c'est le mec qui a fait Walking Dead, quoi. Oui. Tu dis ouais, bah ça va être terrible et tout. En fait, c'est juste totalement débile, quoi. C'était avant Walking Dead? Non, c'est après. En fait, je pense que Marvel l'a embauché pour juste foutre son nom sur la couverture. Ouais, puis lui, il a pris pour prendre la thune et se faire plaisir, quoi. Ouais, je suis même pas sûr parce que les droits, il les a même pas, c'est Marvel qui les a gardés. Et puis parce que je pense être édité chez Marvel un jour, c'est un petit kiff de gosse, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, peut-être, je sais pas, parce que déjà chez Dark Horse, il avait comme un beau rayonnement, quoi. Donc je pense que c'était vraiment le prête-nom, mais bon, bref, c'est pas très grave. Le reste, quand même, que l'œuvre m'a beaucoup plu, juste parce que c'est complètement débilisant, quoi. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps aussi de lire ce genre de choses. Je découvre totalement, j'ai très envie de lire ça. Bah, je peux te les prêter si tu veux. Il y a que 2 tomes ou ça continue Non, il y en a eu plus que ça. Moi, je me suis arrêté au tome 2, mais il faudrait que je poursuive. Parce que j'imagine un one-shot à la limite, mais partir sur plusieurs tomes dans un délire, c'est qu'ils vont plus loin que juste bouffer Galactus. Ouais, bah après, tu vois, ils arrivent à un moment donné, à la fin du tome, en gros, ils sont là, ils font putain, on a bouffé tout l'univers. Vraiment, quoi. On a bouffé tout l'univers, ils font bah on va retourner sur Terre et puis essayer de réparer la machine à voyager entre les dimensions. Et là, on fera de l'élevage, quoi. c'est limite ça. De l'élevage d'êtres humains, c'est pas cool. Ouais, ils se disent ça, quoi. Et ouais, du coup, il y avait, du coup, j'avais aussi lu le Deceased qui a fait ça en juste un tome. Tu disais juste en un tome. Et du coup là, c'est l'écurie d'ici parce que là, ce Marvel Zombie, la saison. L'écurie d'ici a fait ça il y a 2-3 ans, je sais plus. C'est très beau ça, visuellement. Et ça, visuellement, c'est très beau. L'histoire est un peu plus intéressante parce que déjà, t'arrives pas en plein milieu du truc où tout le monde est déjà zombifié. Si je puis me permettre, c'est d'ici, c'est plus intéressant, c'est tout. Voilà, elle a pris cher. T'es Team DC. Les guéguerres d'écurie, c'est pas forcément mon truc, mais là, en l'occurrence, en tout cas, si tu prends leur version du zombie, je la trouve un peu plus intéressante parce que t'arrives au début de l'épidémie. Donc tu vois un petit peu les héros qui sont en train d'essayer de se foutre sur la gueule les uns les autres pour éviter qu'il y en ait un qui propage la maladie, quoi. Genre t'as Flash qui est malade, t'imagines à quelle vitesse il va le mec, hein, enfin. Donc voilà, quoi. Oui. Et genre le gars fabrique des clusters à vitesse grand V. Ils ont même des débats où ils se disent mais toi Superman, c'est hors de question que t'interviennes parce que si jamais tu te fais infecter, tu défonces tout le monde, quoi. Donc tu n'interviens surtout pas, quoi. Et c'est quand même Superman qui fait la plupart du taf, quoi. Ah oui, mais enfin, comme c'est un connard, il doit pas oublier de le rappeler à tout le monde. Et du coup, le Joker, il est encore plus connard qu'à l'origine? Est-ce que c'est un zombie un peu malicieux? Le Joker, alors lui, c'est un peu coquin, le Joker. Ouais, non, mais lui, du coup, il essaye de bouffer Harley, quoi. En fait, ils sont zombies dans le sens où ils ont juste envie de bouffer les gens, ou dans la version ils perdent pas leur dans la capacité, version d'ici, ils deviennent beaucoup plus agressifs et ils peuvent plus se contrôler. Dans la version Marvel, ce que je te disais, à un moment donné, une fois qu'ils sont repus, ils commencent à avoir des remords. Et il y en a même un, à un moment donné, il réussit à vivre 20 ans, enfin en gros il est sous confinement, quoi, pendant 20 ans, et du coup il n'a plus de faim. D'accord. Il n'a plus d'appétit. Et leur pouvoir, il reste... oui, c'est ça qui les rend redoutables, en fait. Ils gardent leur pouvoir. C'est ça qui les rend redoutables, évidemment. Ah, c'est... non, sérieux, c'est malin de se dire qu'effectivement, faut pas envoyer Superman parce que s'il se fait... ça doit être méga cool à lire. Je crois que je préfère encore le concept de DC à celui de... Ouais, après, c'était le zombie Marvel dont je voulais parler au départ, mais le DC, je trouve de bien meilleure qualité quand même. D'accord. Je pense les deux valent le coup d'œil. Ouais, les deux sont à découvrir quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est pas la même approche, en fait. C'est juste ça. Le dessin aussi sur DC est beaucoup plus précis. Ouais. Est-ce que Superman, du coup, quand il est zombie, il pense à mettre son slip en dessous de son pantalon ou Non. Non, il est toujours mal sapé. Il changera pas, c'est con. Il est vraiment con, lui. Il paraît que c'est parce qu'il a fait un pari avec... comment il s'appelle ? Chuck Norris. Le perdant devait mettre son slip par-dessus son pantalon. Un classique. La blague. Là, c'est quand ils sont en Galactus, quoi. Mais clairement, dans la série Marvel, les dessins... ils font ressortir les dents tout le temps et c'est moins travaillé, quoi.
Ouais, bah en fait, même, c'était... au premier en fait, ce week-end, un des mecs qui on était un week-end, j'avais un des tomes, et il l'a vu. Et en fait, il m'a fait la réflexion que j'avais pas forcément eu avant, c'est que les trames de fond sont quand même assez pauvres. Tu vois que c'est quand même un peu de couleur-uni, il y a pas vraiment de travail, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais après, tu vois, c'est vraiment un côté très fun, quoi. Donc, à la limite, c'est peut-être aussi pour ça que c'était épuré. C'est un peu à part. Voilà. Cool. Du coup, on enchaîne avec le petit Pedro. Ah, c'est moi, oui. À toi qui veux nous parler d'un bon petit film. Ouais, je vais vous parler d'un film. Un film. Alors attention, pardon. Voilà. Je vais vous parler d'un film. Alors moi, je vais penser à tous ces gens qui, comme moi, n'ont pas peur devant les films d'horreur. Ou alors ceux qui ont trop peur devant les films d'horreur. En gros, on est à mettre dans le même panier, à savoir qu'on atterrit rarement devant des films d'horreur. Moi, alors, sincèrement, c'est parce que je me fais chier. Enfin, je vais avoir peur des trucs de pandémie ou ce genre de trucs. Ça me fait baliser parce que je me dis que techniquement ça peut arriver. Mais les trucs surnaturels, type La colline à des yeux, ce genre de trucs, bah, je balise pas trop. Bah, regarde Midsommar, comme je t'ai dit, tu vois. Ok. Ouais, ça, il faut que je me le fasse. Tu me l'as bien vendu. Regarde Katsuni, sinon, mais c'est pas pareil. Du coup, je me suis dit, je vais partir plutôt sur un truc un peu plus léger, parce que, c'est vrai, on parle depuis le début de zombies, alors soit de zombies dans la réalité, dans la guerre, voilà. Une comparaison des zombies, plutôt. Voilà. Ou bien, là, nos super-héros qui se transforment un peu en zombies, ou bien Resident Evil, qui était quand même pas un jeu, qui était hyper rigolo. Donc, je me suis dit, je vais contrebalancer avec Shaun of the Dead. Ah oui. Et donc Shaun of the Dead, alors je pense que vous tous autour de la table vous connaissez, mais peut-être pas nos auditeurs, c'est le premier opus de la trilogie Cornetto de Edgar Wright. C'est un film de 2004, si je ne m'abuse, je ne l'ai pas noté, donc je fais confiance à ma mémoire. Et donc c'est un film avec Simon Pegg et Nick Frost, qui depuis ont sévi dans pas mal d'autres trucs, qu'on a vu ou pas vu. Simon Pegg, pour les plus geeks d'entre vous, c'est un des personnages récurrents de Star Trek, les 3 derniers films, les 3 derniers opus. Star Trek, moi je suis zéro. Dans les derniers films, t'es Team Star Wars, toi, on peut pas t'en voir. Mais après, à essayer Star Trek. Mais... Donc petit film anglais, je dis petit film parce que seulement 4 millions de livres de budget. Alors ça peut paraître, quand on dit 4 millions, ça peut paraître énorme, mais en fait c'est pot de zob, c'est rien du tout. C'est un demi-salaire, quoi. C'est non mais c'est, tu vois, je vais te donner un exemple. Waterworld, on est dans l'opposé total, on est à 270 millions pour une bouse, tu vois. J'adorais ce film, et ton gosse. Calme-toi. Tu dois te calmer tout de suite. Il était pas si mal, hein. Une énorme merde. Un peu de respect pour Kevin Costner, bordel. Parce que c'est comme ça, je me mets à poil. Il le fait, messieurs, dames. Allez, photo, là. Bref, alors je vous pitch rapidement le film pour ceux qui connaîtraient pas. C'est l'histoire de Sean, presque 30 ans, qui est un énorme loser et qui traîne la plupart du temps avec son pote Ed. Leur mode de vie, c'est un peu le mien depuis quelques temps, là. Petit-déj, bière, jeux vidéo, gâteau apéro. Et tu travailles, ton patron va t'écouter, non? Non? D'accord. Hein? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je rappelle donc que je m'appelle Angelo, que je suis prof. Fumier. Voilà, donc en fait, il fait pas du tout, ce bon vieux Sean fait pas du tout attention à sa meuf, Liz, qui est pourtant bien gentille avec lui, et sûrement même trop bien pour lui. Tu vois, pour donner un exemple, à un moment donné, il a bien merdé, il veut se rattraper, il chope des fleurs, mais qu'il avait prévu au départ pour sa mère, qu'il offre à Liz, et il oublie d'enlever la petite banderole « Je t'aime maman » dessus, ou une connerie comme ça. Enfin bref, toujours est-il qu'il la garde pas très longtemps, elle décide de se barrer, et elle a bien raison. Et dans le moment où elle se barre, en fait, lui, il est un peu, il zone un peu, quoi. Il est un peu perdu, il gamberge. Il se rend pas compte qu'autour de lui, les gens sont en train de changer et deviennent méga chelous. Et méga chelous, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se transformer en zombies. Et donc un jour, avec son pote Ed, ils sont gentiment en train de jouer à la console, en mode bière ou Red Bull, vieille part de pizza de la veille, chaussettes trouées. Et il voit une nana dans le... Dégueulasse. Il voit une nana dans le jardin et il se dit « Oh non, elle a l'air sacrément foncedée, quoi. » Et ils vont voir et il se trouve qu'elle est pas foncedée du tout, elle est juste totalement zombifiée. On peut dire ça, zombifiée, les gars? Zombifiée, oui, ça va. Ce bruit de bouchon. Bon, bah, on voulait faire discrétion. Raté pour la discrétion. C'est quoi, du coup? Qu'est-ce qu'on boit, là? Muscat. Ah, c'est bon, ça, du muscat.
Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire envahir totalement. Alors, tout en filigrane du film, il y a derrière toujours une télé qui passe les informations. Et c'est comme ça qu'on suit un petit peu la pandémie, nous, spectateurs, en même temps que le personnage principal, enfin que les personnages principaux. C'est assez amusant, c'est une espèce de petite mise en abîme. Edgar Wright est très fort pour ce genre de truc, mais je vous en parlerai après. Et donc, voilà, il faut échafauder un plan tout de suite. Il se dit, Sean qui est quand même pas complètement con, se dit c'est peut-être le moyen aussi de récupérer Liz. Je vais me montrer un petit peu en héros. Il monte une petite expédition avec son pote Ed. Il chope des armes dans le cabanon de jardin. Non mais c'est parce que je rigole parce que je connais le film. Ouais, l'expédition, c'est vraiment le truc de l'expédition d'un quartier comme ça. Et il se barre, il récupère je crois que c'est une vieille Jag, ouais c'est ça, c'est la Jag de son beau-père. Il récupère la Jag de son beau-père et il part chercher Liz, qui est chez des potes, retranchée chez des potes à elle qui sont bien cons. Alors à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais aujourd'hui ce serait des bons gros bobos quoi, tu vois. Bien, tu sais, elle est férue d'art, je crois, si je dis pas de conneries. Lui, il est dans la littérature, il porte des petites lunettes à la Harry Potter. Et ils sont putain de végétariens. Deuxième strike. Ah, c'est mort, en 2020, ça passe plus. On est déjà défoncé sur Twitter, on n'a même pas sorti l'épisode. Et ça se passe à peu près comme il voudrait en fait. Hein. Et l'idée de fin, c'est quand même qui est complètement conne, vraiment très très conne, c'est de récupérer tout ce beau monde là, sa mère, son beau-père, Liz, les copains de Liz parce qu'ils sont devenus indécrottables, et de partir dans le pub préféré de Sean pour se retrancher. Ça me paraît logique. Hein. C'est complètement con. Bah oui, mais moi tu sais que t'as des vivres. T'as des vivres. Non, vous allez au supermarché vous. Et du coup, c'est ce qui se passe. Hein, il y arrive. Alors ça donne lieu à des scènes complètement cultes, notamment au moment où Nick et Ed, Nick Frost qui est Ed, et Sean se rendent compte qu'ils sont attaqués par des zombies. Ils essaient de choper tout ce qu'ils ont sous la main pour balancer dans la gueule des zombies. Donc au départ c'est un panier de linge avec toutes les merdes qu'il y a dans le panier de linge, donc c'est complètement ridicule et débile. Et puis Ed va choper le bac à vinyle de Sean et ils sortent dans le jardin. Et là, moi, c'est un de mes meilleurs moments du film, un gros fou rire, c'est qu'il commence à balancer un vinyle totalement au hasard. Je sais plus ce que c'est, mais ça plaît pas du tout à Sean. Il fait ouais, pas ça, c'est super rare et tout. Puis là, il commence du coup à passer. Attends, et ça, je peux le jeter, ça, je peux le jeter. Et il arrive sur les vinyles de Prince. Et il fait Purple Rain. Ah non, c'est mort, ça, c'est mort. Bon, la BO de Batman. Ah ouais, ça c'est bon, tu peux y aller. Et du coup, je me suis remis la BO de Batman. Celui de Schumacher. Non, c'est le deuxième de Burton. Ah, d'accord. Et c'est Batman Dance ou un truc comme ça. Ouais, c'est à chier. Wow. Et franchement, je pensais pas que Prince avait fait des trucs aussi pourris dans sa vie, quoi. C'est vrai, Prince a fait la musique. Il a fait la VO de Batman, le deuxième Batman de Burton. La musique était si mauvaise que ça. Ouais, faut se le caler. Ah ouais, faut se le caler. Mais je vois pas du tout. Je vous jure, c'est mauvais. C'est tu sais quoi, si on peut, on le mettra en fond musical. On mettra un extrait. Ouais, on le mettra à ce Mais ouais. Parce que le film était bon. Et le Batman, ouais. Le deuxième Batman de Burton, il est tellement bon qu'on lui a dit c'est pas la peine de revenir faire le 3, quoi. Mais non, pour de vrai en plus, sérieusement. Le premier a cartonné, le deuxième c'est un flop. Je te dis pourquoi. C'était quel le deuxième de Burton? C'était beaucoup trop noir. Le défi. Ils vendaient plus assez de figurines. Ils vendaient plus assez de figurines. C'est vrai. En fait, Hasbro a refusé de vendre les figurines Batman et ils les ont retoquées. Et toi, je sens que t'as écouté un Floodcast il y a pas très longtemps, ok. Bon, alors on fait une dédicace à nos maîtres Méniel et Flaubert, les gars, c'est un peu repompé là. Voilà, donc bref, Edgar Wright qui a une patte franchement extraordinaire. Je sais pas si vous avez vu depuis des films de Edgar Wright. Oh si. Si, Scott Pilgrim. Voilà, exactement. Bah, puis tout ce qui fait partie de la trilogie Nicolas Todt. Le meilleur des films de Edgar Wright. C'est pas Edgar Wright. C'est pas Edgar Wright. Mais voilà, en fait, je voulais t'amener à Scott Pilgrim, effectivement, Scott Pilgrim qui est... il est incroyable, graphiquement, il est ouf. Typiquement, tu me le pitches, je dis, j'ai pas du tout envie de voir ça, et tu me fous devant, et oh putain, mais c'est génial. C'est que de la référence culturelle à notre époque, en fait. C'est ça, ça nous parle aussi, ouais. 90, quoi. C'est très pop jeu vidéo. Enfin bref, il est assez ouf, il fonctionne bien. En fait, on sent que c'est des mecs qui font partie de notre génération quand tu vois un petit peu ce qu'ils ont pu produire. Et pourtant, ils sont un poil plus vieux quand même, mine de rien. Ouais, mais c'est quand même des produits culturels qu'ils aiment, le vieux jeu vidéo, les choses comme ça. Et puis Edgar Wright, du coup, c'est un de ses premiers films, il est dans les prémices de sa réalisation, mais c'est déjà très nerveux en fait. Il utilise beaucoup de chant contre chant, il utilise des mouvements de caméra qui sont vraiment cool. Et alors, quand on regarde ça aujourd'hui,
Ça s'était pas beaucoup vu avant, en fait, ce qu'il fait dans un film de zombies, en tout cas. Parce que c'est un vrai film de zombies. C'est une parodie de zombies. C'est un film comique. Alors, oui, je l'avais pas forcément dit au départ, mais je pense que ça avait transpiré de ce que je racontais. Mais c'est un hommage réel au Romero et à tous ces mecs qui ont fait des films vraiment sérieux sur le sujet. Parce qu'à aucun moment, il fait passer ça pour ridicule. Il les ridiculise. Parce que ces personnages sont un peu concons et qu'ils se battent de façon débile, mais le zombie est traité de façon zombie, quoi. Il fait vraiment peur. C'est juste que les mecs sont encore plus cons que les zombies qu'ils affrontent, en fait. En fait, il a juste fait un film de zombies dans lequel les gens ont une réaction réaliste. C'est comme ça qu'on agirait, on s'en rendrait pas compte, quoi. Ouais, je pense que j'irais pas au pub, moi. Ouais, j'irais pas au pub non plus. Moi. Non, mais je veux dire, au début, quand il est en train de se dire, putain, il est complètement bourré. Oui, alors voilà, ça, entièrement d'accord avec toi. Je vois un zombie, ils mettent du temps avant de comprendre. Mais il est complètement bourré, quoi. Puis il y a quelques scènes qui sont devenues cultes, alors qui sont assez courtes, que vous pourrez retrouver dans le film. Moi, il y a un moment que je trouve fantastique, c'est toute sa petite équipée là, croise une autre équipe. Et en fait, ils ont tous un rôle prédéterminé qui ouais, c'est ça. En fait, la belle-sœur ressemble à la belle-sœur de l'autre famille, le beau-frère ressemble à l'autre. Le beauf, c'est le beauf. C'est assez marrant et ils se checkent tous. Et ouais, c'est des petits clins d'œil un peu ridicules, mais qui allègent le film. Et puis finalement, même si c'est un film rigolo, c'est gore. En fait, c'est du comique au gore, quoi. Il y a du sang, il y a des scènes un peu plus trashouilles que les autres. Alors concrètement, si t'es un gros trouillard qui aime pas le sang et tout, tu te cacheras pas les yeux plus de 3-4 minutes dans le film, mais déjà, quoi. Et puis la scène finale avec un Nick Frost que moi je le trouve vraiment au sommet de son art. Je pense que Simon Pegg a fait mieux depuis, mais Nick Frost, c'est peut-être son meilleur film. C'est très personnel, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est une performance qui est... il a la performance du copain connard, quoi. Mais sauf qu'à la fin, il se sauve de ce postulat de copain connard. Et on a une fin en apothéose avec l'arrivée de l'armée, tout le bordel. Je passe sur le morceau de Queen, Don't Stop Me Now, à un moment donné, où ils sont en train de dégommer du zombie à la pelle et tout. Enfin, c'est jouissif, en fait. C'est putain de jouissif. T'as envie d'être avec eux et de mettre des grands coups de pelle dans les zombies. Ouais, je sais pas si c'est mon préféré des trois. Je crois que j'ai pas de préférence. Les trois, je les aime différemment. Mais c'est le premier, en fait. C'est celui qui amène les deux autres. Et moi, ça, du coup, ça garde ce petit côté un peu précieux pour moi. Juste pour les côtés films de Nick Frost, Good Morning England, c'était avant ou après ? C'est après. Et ok, d'accord, tu marques un point. Mais son rôle... Ok, non, j'adore en plus. J'adore. Mais son rôle est bien plus faible. Il est beaucoup plus mineur. Et ouais, par contre, il joue bien, ouais. Il joue bien, c'est un bel enfoiré. Il est chiant, donc... Après, juste moi, j'ai plus rebondir sur la trilogie Cornetto générale. On retrouve, en fait, cet état d'esprit. Après, ils prennent un thème à chaque fois. Ils ont leur état d'esprit, ils ont leur façon de tourner en termes de comique. Enfin, la comédie, je trouve qu'elle est vraiment bien pensée à chaque fois. C'est débile, mais en même temps, tu te dis que c'est bien fait. On voit, dès qu'ils veulent montrer qu'il y a un truc qui est débile, caricatural, ils font toujours un petit truc pour montrer que c'est fait exprès, que c'est pensé. Et du coup, ça suit bien. En plus, il y aura toujours une petite BO anglaise qu'on va kiffer. Donc là, c'était le Don't Stop Me Now, c'est ce que tu veux. Il y a toujours un petit truc. J'ai noté d'ailleurs un peu... ouais, c'est cool. J'ai noté la BO, alors quelques noms parce que il y a des compositeurs exclusifs aussi, mais on a du Queen à 2 reprises, Grandmaster Flash, The Smiths, The Specials, voilà, ça tâte un petit peu, quoi. Et pour ceux qui connaîtraient pas encore, même si j'en doute, mais tant mieux s'il y a encore des gens à qui on peut faire découvrir ça, écoutez, il est présent sur Netflix et sur Prime Video. Pour ceux qui sont abonnés, et puis pour ceux qui sont pas abonnés, vous pouvez aller le louer sinon en VOD, sur Canal VOD, Filmo TV, MyTF1 Vidéo, même à revoir, ou Univers Ciné, et même à revoir. Moi je pense que ça fait très longtemps là, ce que tu disais, ça m'a donné envie de le revoir, clairement. Ouais, c'est à voir, franchement. Et puis la trilogie. Puis faut enchaîner sur les deux autres. Je trouve que d'ailleurs, je me permets, trop souvent on dit que le troisième, donc le dernier pub avant la fin du monde, est en dessous. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je peux pas laisser dire ça. C'est différent, mais c'est pas en dessous. En fait, c'est que les gens, ils l'ont vu tellement tard par rapport aux autres, ils avaient déjà bien mûri. Et du coup, il est vraiment arrivé tardivement par rapport aux deux autres. Il y a même des latences un peu plus profondes, je trouve, que dans les premiers. Ouais, moi je trouve qu'ils suivent un délire logique. Moi après, c'est perso. Moi, les gens qui crachaient un peu dessus, moi je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, ça m'a fait du bien d'en revoir un nouveau dans leur registre et ça m'a fait vraiment. Il a peut-être perdu de sa fraîcheur comparé aux autres et du coup là, il a été moins bien reçu peut-être aussi à l'époque. Ouais, c'est possible. Mais il y avait des idées très originales dans celui-là que j'aimais beaucoup quand même. Ouais, moi par exemple, je fais partie de la team de gens qui vont dire qu'ils ont préféré les deux premiers. Quoi. Oui, moi aussi, clairement. La préférence me dérange pas. C'est plus le
côté vous le dénigrez pas, vous les gars, vous préférez? Non, c'est un film que j'aime quand même, mais j'aurais une préférence. Angelo, il est envie d'hater là. Vas-y, fais ton hater. Non, je vais pas le dénigrer, c'est juste que bof. C'est inutile quoi. Pas inutile, juste bof. Enfin voilà. J'irai pas chier dessus, mais je l'encenserai pas comme les deux autres. La scène de baston, elle est chiotte, mais rien que pour ça. Ouais, mais c'est juste ça en fait. Quand tu regardes Hot Fuzz et Shaun of the Dead où t'as juste une succession de trucs cultes. Ah, c'est vrai que ouais. Ah, dans Hot Fuzz, il n'a pas marqué comme les deux autres. Dans Hot Fuzz, il y a quand même des dégommages de gueule. Pour moi, Hot Fuzz est encore au-dessus de Shaun of the Dead. Ouais, c'est dans le côté action et tout peut-être. Après voilà, je le répète, débridé aussi. J'arrive pas à avoir de préférence. Les trois, on tout mon amour, mais pour des raisons différentes. Et je vais passer la parole à Angelo. Eh oui, à moi. Ça n'a aucun sens. Ah si, c'est Angela, mais Angelo. Bon alors, t'as tué merde. C'est vrai que je me dégoûte la série. Angelo. C'est le moment où on chante en yaourt, c'est ça? Ça sera ton générique. Restez en voix parce que je vais avoir besoin de vous pour un jingle. Donc ouais, du coup c'est moi qui ai signé aux séries, ce qui est un peu marrant parce que je suis pas très série là-bas. Mais du coup ce que je vais vous présenter, je vais vous le faire en 3 parties, que ça rentre bien dans le cul. Première partie, je vous explique la prod, comment ça s'est passé, histoire de donner un peu de contexte à ce que je vais vous présenter. La deuxième, c'est l'intrigue, histoire d'expliquer à vous, auditeurs, ainsi qu'aux pélos autour de cette table, ce qui se passe dans cette série. Et surtout, le point numéro 3, c'est pourquoi je vous en parle, pourquoi j'ai choisi d'en parler, pourquoi je retiens cette série. Je tiens à dire que je l'ai vu, moi. Oui, Chal l'a vu, ouais. Et d'ailleurs, je compte un peu sur lui pour back me up s'il y a besoin. Mais donc, Kingdom, c'est une série qui est sud-coréenne, qui est produite par Netflix, qui est d'ailleurs la première série sud-coréenne originale faite par Netflix, qui a été disponible à partir de janvier 2019. Oui, donc qui est une série sud-coréenne qui a été écrite par... Alors attention, là, il y a des noms coréens. Alors s'il y a des auditeurs qui sont coréens, ils vont saigner des oreilles, mais bon, tant pis pour eux. Donc qui est écrit par Kim Eun-hee, qui, entre autres, a fait 2 séries sud-coréennes, Signal en 2016 et 3 Days en 2014, qui ont été encensées par la critique comme dans le top 10 des meilleures séries sud-coréennes, juste ça. Et 3 Days qui a été d'ailleurs fait un remake japonais dans un format real-time, donc comme 24 heures chrono, si vous voulez. Chaque épisode suit une chronologie et voilà. Réalisé par qui? Par Kim Seong-hoon, qui, entre autres, a fait Hard Day, qui avait été sélectionné dans la quinzaine de réalisateurs de Cannes en 2014, donc voilà, c'est pas un Pékin non plus, le mec. Et Tunnel en 2016. Je suis sûr qu'il l'a écrite, celle-là, c'est pas un Pékin. Un film, non, c'est Tunnel en 2016 qui est. Il a fait un dessin de Pékin. Non, regarde, par exemple, j'ai fait un zizi avec des ailes. Non, évidemment, il n'y a pas de zizi avec des ailes, hein, je dis des conneries. Un film de survie, en fait, les mecs sont enfermés dans un tunnel, et ce film-là a juste 100% sur Rotten Tomatoes, sur plus un peu en dessous d'une vingtaine de critiques. Ouais, donc c'est plutôt solide. Ouais. Donc voilà, juste un petit mot sur les 3 acteurs principaux, également pour vous situer la prod et pour vous montrer que voilà, c'est pas des branques. Donc il y a Joo Jin-hoon qui fait le prince héritier Lee Chang, donc qui est le rôle principal, le héros si vous voulez. Il y a Ryu Seung-ryong qui fait le seigneur. Ah, c'est chaud les gars, c'est chaud. Seigneur Cho Ak-ju, donc qui est, on va dire, l'antagoniste principal. Donc ce type-là, mine de rien, il a joué dans quoi? Il a joué dans les numéro 2 et numéro 3 des films sud-coréens et l'ont le plus gros nombre d'entrées dans toute l'histoire du cinéma coréen. Donc si vous voulez, nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme truc? C'est Gérard Depardieu. C'est Gérard Junior. Gérard Junior. C'est un peu notre Gérard Junior, on va dire. Mais non mais voilà, si vous voulez, c'est un casting qui est extrêmement lourd pour le cinéma et la série sud-coréenne. Et puis donc Bae Doona qui fait Seobi l'infirmière, elle joue dans elle joue dans plusieurs trucs, mais moi il y a un truc qui me parle. Si vous la comique française Biouna. Si vous êtes un tout petit peu calé en cinéma asiatique et que vous avez vu The Host, qui est maintenant un peu vieux, qui date de 2006, c'est la meuf qui fait l'archer. Ah, c'est elle. Et ouais. Ok. Ah, j'avais pas fait le lien. Des grosses refs. Et puis ce film-là, allez-y les yeux fermés. Hein. Si vous connaissez pas, ça envoie du méga steak. Donc voilà à peu près pour la prod où ça se situe. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très soigné. Alors moi je vais un peu chier sur Netflix, j'en ai rien à branler. Netflix, je suis un fou, je suis un malade. Ah ouais non mais là pour le coup, si vous voulez, c'est un peu une exception pour moi dans le sens où c'est quelque chose qui est soigné, qui est fait avec soin, et je vais revenir dessus plusieurs fois en termes de mise en scène, en termes d'écriture.
Je veux revenir, mais genre, on voit très bien ce que tu... En fait, t'as déjà fait ta critique de Netflix sans le dire. C'est ça que je voulais dire. En fait, là, c'est super soigné. Mais par contre, je veux revenir sur Netflix. Je vais chier un petit peu sur Netflix. Laissez-moi juste 2 petites minutes. Si, c'est soigné. Laissez-moi 2 secondes, vous allez voir. C'est ce que tu penses de Netflix. Donc voilà, vous avez compris que la prod, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment qui est très solide. Donc pour l'intrigue maintenant. L'intrigue, donc, c'est situé dans la Corée médiévale en fait, donc pendant la période Joseon, quelques années après la guerre d'Imjin, qui sont les invasions japonaises de Corée, donc qui sont situées entre 1592 et 1598. Donc voilà, vous avez l'époque. Qui sont juste si vous connaissez pas trop cette période-là, c'est quand même des périodes de famine, pas des périodes de famille. Du coup, justement, des pertes de famille. Ouais, voilà, on a pu dire des pertes de famille. Une période de famine, c'était pas la méga tough à cette époque. Hein. Franchement, les mecs, ils avaient du mal à survivre. Ouais. Donc voilà. Donc c'est l'histoire. Tu sais ce qu'on dit, plus il y a de fous, moins il y a de riz. Putain, il l'a fait. On la coupe celle-là ou... on va pas la couper, on va lui foutre la honte. On va clairement la laisser, ouais. Pour que l'auditeur sache bien, c'est Pedro qui vient de faire cette blague de merde. Non, s'il vous plaît, on fera pas ça, puis on fera des... Je crois que c'est le troisième strike. On fera des bonus quand on monétise. Non, on fera pas des bonus, on va te foutre la honte direct. Rien à branler. C'est le troisième strike là, je pense qu'on est baisé les gars. Donc le prince héritier au trône, Li Chang, en fait se retrouve au centre d'un complot qui est politique, avant tout, d'accord. La première dimension de cette histoire n'est pas un truc de zombie, mais c'est avant tout politique. Donc il est au centre d'un complot politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait il essaie de voir son père, donc lui c'est le prince héritier comme j'ai dit, il essaie de voir son père le roi, dont la rumeur dans la cour prétend en fait sa mort depuis X temps. Donc ça pose énormément de problèmes. Parce que l'accès lui est interdit par le seigneur Cho Akju, donc cet antagoniste dont je vous ai parlé précédemment, qui est le conseiller d'État en chef, donc qui est quelqu'un de pouvoir, qui a énormément d'influence sur la cour, et sa belle-mère qui est la reine consort en fait, Kim Yoo-jun, c'est chaud à dire. En tout cas, on est sur deux bons gros FDP. Hein. Ouais, ils envoient du steak. Ah oui, d'accord, ok, ça c'était la première demi-page de tes 72 pages. J'ai déjà fait le truc. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il enquête, et plus précisément, en fait, il enquête sur la maladie de son père, parce qu'il découvre que son père est réellement malade, par contre, qu'il n'est pas mort. C'est un peu Dr House aussi, le mec. Ce qu'il va découvrir, en fait, ça va grave le refroidir. On va être bien choqué, il va un peu prendre la poudre d'escampette, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond du tout dans la cour. Et il va partir à la recherche du médecin royal, qui s'est fait têche avec son garde du corps, Miu Yong, pour obtenir plus de réponses, en fait, sur ce qui se passe réellement là-dedans. Donc il atteindra la province du Gyeongsang, qui est au sud de Corée du Sud en fait, au sud du royaume, où il va rencontrer donc cette infirmière Seobi et un type louche, je vais juste le définir comme ça. C'est plus simple. C'est un zombie. Yongchil. Non. Quand est-ce qu'il y a des zombies là ? Je veux du zombie. Il a pas encore deviné où ils étaient lui. Attends, là il est en train de te résumer le générique. Mais le pire c'est qu'il a pas encore niqué le premier épisode. Parce que je peut-être les passe... 2 premiers maximum. Ils essayent, oui non. Ils essayent en fait les deux là, ils sont dans un hospice, ils essayent de couvrir une épidémie dans cet hospice de ce médecin, où en fait les morts, en fait ils se rendent compte que les morts ils se réveillent la nuit et ils essayent de bouffer les vivants. Ah oui. C'est tout pour l'histoire. Je vous en dirai absolument pas plus là-dessus. Vous allez voir que si vous regardez cette série, en fait, il y a un côté qui devient vite apocalyptique et il y a surtout une dimension qui est politique. Et les deux sont extrêmement bien articulés. C'est exactement ce que en plus pour rebondir, c'est vraiment le côté, il y a la politique, donc du coup, la politique normalement ça va pas avec le fait qu'il y a une pandémie, tu vois, tu faut pas paraître ça, là, on est en train de gérer des gens. Et en fait, du coup, il y a un mélange des deux. Ça fout un peu la merde. Ouais. T'as les psychiatriques qui veulent gérer des choses. Tu veux dire comme si l'opposition, par exemple, s'emparait du fait qu'il n'y ait pas de masque en France ? Ouais. On peut dire. C'est assez simpliste là. Parce que là, on est plus qui est roi, qui est reine. Mais ça se tient aussi. Oui, mais dans une façon plus rapide. Il y a besoin d'avoir tout ce contexte pour comprendre l'histoire, ou on peut résumer tout le contexte en regardant. Là, il t'a niqué les 2 premiers épisodes, je pense. C'est comme ça. C'est vraiment ça, je pense que c'est les 2 premiers épisodes. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'infos. Mais en fait, t'en as besoin pour parce que le contexte politique est complexe, donc il faut. Alors, maintenant, pourquoi je vous en parle ? En 5 points, déjà d'une. En 5 points et 6 sous-tirés. On sent le prof. Petit A. On souligne. J'espère que vous avez vos crayons. Attention, là c'est en vert. Ah, le podcast Stabilo, tu sais.
Pourquoi je vous en parle en 5 points? Déjà, le premier, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est putain de beau. C'est vraiment beau, c'est très beau, cinématographiquement parlant, et c'est pour ça que j'ai tendance à chier sur Netflix. Là, pour une fois, ils ont du goût, Netflix, et donc ils ont fait quelque chose qui est extrêmement léché et qui est un peu typique, représentatif du cinéma asiatique, avec des plans qui sont très contemplatifs, des plans larges, voire panoramiques, avec des focales courtes. Sur lesquelles vous avez un paysage qui est magnifique en fait, avec des dominantes de couleurs. Enfin, ça c'est vraiment ils ont une symétrie des sujets dans l'espace. Enfin, ils ont un truc voilà. Enfin, si vous avez du goût déjà pour commencer, si vous aimez tout ce qui est photographique et cinématographique, franchement c'est léché, c'est très très beau. Donc c'est très bien filmé. Il y a aucun souci là-dessus. Et aussi, je vous dirais d'ailleurs que ça tranche avec la violence qui est dans cette série, parce que vu que c'est très contemplatif, vous avez des lenteurs sur lesquelles vous commencez à apprécier les personnages, les paysages, ce qui se passe, et du coup les scènes sont extrêmement brutales et violentes et froides. Et ça exacerbe justement. Enfin, franchement ça vaut le coup d'œil. Voilà. En plus du fait que ce soit beau cinématographiquement, il y a quand même la question d'accessoires, de costumes, tout ça. Enfin, et c'est pour ça que je vous parlais de la prod tout à l'heure, parce qu'ils ont vraiment mis les moyens Netflix là-dessus. Enfin, c'est vraiment. Enfin, on est dans un contexte médiéval, c'est vraiment bien fait. Parce que ça fait pas du tout jouet. Enfin, oui. On est sur une vraie créa Netflix là. C'est pas Netflix qui rachète, c'est un truc déjà fait. Série originale Netflix. Okay. Première série originale Netflix. En Allemagne. Pourquoi tu chies sur Netflix On va parler de Witcher après si tu... Ah oui, non mais là c'est. T'as 10 exemples pour, 10 exemples contre. Ouais. Là, ils nous ont brisé le cœur. Même les trucs que j'aime un peu plus. Mais on reviendra là-dessus. En plus, Angelo, faut faire attention. Souvent, ils sont à la prod, ils sont pas non plus. Netflix, c'est un Netflix, c'est un portefeuille. C'est pas des artistes. C'est juste des mecs qui filent des thunes. C'est un peu comme les séries originales françaises, c'est-à-dire je pense qu'ils vont laisser justement l'écriture et la réal se faire en fait. Les Cordiers Juifs, bien sûr. Après, Marseille. Eux, ils bombardent le pognon un peu partout et ils rachètent oui, les gars. Donc voilà. Saint-Martin. C'est bien écrit. Voilà, j'ai essayé de ne vous spoiler absolument rien, mais c'est bien écrit. Enfin, pour l'instant, il n'y a que 2 saisons sur Netflix. Franchement, ça vaut le coup. Enfin, il y a des fois c'est un peu inégal, des fois c'est un tantinet. Tu dis bon bah là je l'ai un peu senti, mais franchement c'est bien écrit. Et donc pour moi le point numéro 4 qui est le plus important bizarrement, mais le point numéro 4 c'est totalement original. Enfin je suis désolé mais des zombies dans un cadre médiéval asiatique. Vas-y, donne-moi des exemples. Cowboy contre Alien. Allez, asiatique. Non, mais dans le mélange des genres. Quoi. Et ils sont pas. Non, mais ça, c'est différent. Tout simplement, c'est différent. En général, ça change des apocalypses zombies occidentales du 21e siècle, 20e siècle. Enfin, vraiment, ça. C'est juste le décor. C'est juste le décor qui change. Ou non, c'est l'approche vraiment. Non, parce qu'il y a une approche historique, contextuelle. Je vous ai planté le décor. On est dans la famine. On est vraiment. Les gens sont dans la merde. Il n'y aurait pas d'apocalypse zombie. Les gens étaient déjà dans la merde. Donc c'est très compliqué. C'est pas le même armement. C'est pas la même façon de faire. Qui est important. Du coup, ils ont pas une mitraillette et tout. Il y a des twists dans la série, je vous raconte pas, mais il y a de ces twists parce que à un moment, si vous voulez, vous faites comme n'importe quel spectateur, vous faites des scénarios, vous dites mais moi je serais là, je ferais ça, et puis mais en fait non, ça va pas du tout marcher ce que je vais faire. Donc non, franchement, des twists qui sont assez ouf. Personne et puis n'a envie de chanter Twist and Shot là. Twist and Shot. Mon dernier petit point du coup, qui est mon petit truc à moi que j'aime bien, le petit truc supplémentaire qui fait plaisir à Bibi, c'est l'aspect sociopolitique, tout simplement. Justement, je vous ai parlé du contexte médiéval, les gens sont dans la merde. Ça, la mise en scène le montre et insiste dessus, en fait, qu'il y a un vrai aspect, un réel aspect social entre la cour, par exemple, la cour impériale, et puis les gens qui sont déjà dans la mise, qui sont paysans par défaut, ils s'en tirent pas du tout pareil en termes statistiques. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, en fait, parce qu'il y a un vrai soin et il y a un message politique, mine de rien, derrière, parce que rien n'est dénué de politique quand vous créez quelque chose. C'est marrant, il y a un rapport même direct à l'actualité. En plus, okay. Oui, quelque part, ouais. Donc, le rapport à la famine, la misère, l'injustice, voilà. Et puis, tu peux te faire potentiellement baiser la gueule par ta belle-mère qui revient d'entre les morts pour te bouffer le mollet. Un classico. Des petits points négatifs parce que je suis une enflure. Donc, l'écriture est pas toujours au top, je voulais dire. Parfois, c'est surjoué. Alors, je vais pas faire une généralisation, mais parfois. Le côté asiatique. Tu le fais pour moi, du coup. C'est vrai, ça. Donc, parfois, c'est un peu surjoué, donc des fois, tu dis non, mec, t'aurais pas dû. Et un petit truc aussi, certains persos, je pense surtout aux antagonistes, sont un peu trop stéréotypés pour moi. Je pense vraiment à la reine qui fait un sourire sadique quand elle tue des gens, et t'es là, genre non, mais voilà quoi. Ça fait juste. Tu fais trop méchante, c'est pas réel. Donc voilà. Sinon, fun fact, et donc là, j'ai besoin de vous pour un jingle fun fact.
Vous êtes prêts ? 2 personnes sont mortes pendant la production. Voilà, c'était mon la première est morte de surmenage et la deuxième d'un accident de voiture. Voilà. Ah putain, du coup, ça fait penser, je vous parlais tout à l'heure du film de Wes Craven. Bah du coup, il y a un des mecs de son staff qui s'est fait zombifier pendant le tournage. Voilà. Moi, faut vraiment que je rebondisse sur ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Moi, je suis devenu super fan de toute façon, tout ce qui est cinéma coréen. Là, dernièrement, entre ça, il y a eu Parasite. Il y a eu Parasite, que j'ai kiffé ma race. Et dans les films zombies, le dernier train pour Busan, qui est aussi Netflix. Je voulais en parler après aussi. Et là, franchement, et en fait, moi, c'est juste la forme des zombies aussi, la façon dont ils les font. Alors déjà, c'est des rapides, parce que maintenant c'est facile et tout, ils sont très rapides. Ils ont vraiment un côté, ils sont vraiment démantelés. Alors que pas vraiment, mais ils ont un côté complètement ils se désarticulent vachement. Ouais, ils se désarticulent beaucoup. Tu parles de Kingdom ou pas de Kingdom, non, de dernier train pour Busan aussi. Kingdom, ils sont très rapides. Enfin, c'est et les deux, en fait, les deux ils se ressemblent, les zombies sont à peu près pareils. D'ailleurs, Kingdom, limite, c'est des ninjas. Enfin, ils sautent sur les toits. Non, mais c'est des ouf. Ah oui, ça devient des grimpeurs. Tu grimpes dans un arbre, tu dis et en fait, non, le mec grimpe dans l'arbre aussi, t'es comme un con, quoi. En fait, ça reste des humains à l'origine. Ça veut aussi grimper, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est bien flippant. Et j'aime bien le côté désarticulé qu'ils ont des zombies, du coup les coréens pour ce cas-là. Et c'est des zombies qui sont pas du tout affaiblis par leurs conditions. Ils sont décomposés, mais pas du tout affaiblis. Mais ils restent décomposés quand même. J'ai pas du tout vu à quoi ils ressemblaient. Dernier train pour Busan, ça fait une demi-journée qu'ils existent, donc ils sont frais. Et en gros, le seul truc qui les arrête, c'est le fait d'être dans le noir, quoi. Où ils voient plus rien et tu peux juste en profiter à ce moment-là, mais du coup ils sont ouf. Et en plus il y a une vraie critique sociale aussi derrière Dernier train pour Busan, parce que du coup t'as genre un businessman qui va se retrouver confronté à un espèce d'ouvrier un peu clochard, je sais pas d'où il vient le mec, mais il se confronte vachement. Lui, après, il a sa fille. T'as le businessman qui est la caricature de l'enculé de Taras. Je peux sauver ma vie. Ouais, c'est clair. Tu vas avoir quand même le mec au foyer qui a sa femme qui l'a mis enceinte et qui est un peu beauf, mais en même temps qui est vraiment très proche des gens quand même. Enfin, il y a un peu de tout. Ouais, mais c'est le premier qui lui casse la gueule. Sœurs là qui ont 70 ans. Enfin, il y a un peu de tout. Et c'est bien tourné, l'équipe de baseball du coin. Enfin, t'as un peu de tout. Et Dernier train pour Busan, c'est un très bon film de zombies. Qui est vraiment tout neuf, asiatique, il est vraiment super bon, c'est sur Netflix, c'est une prod Netflix, très bon. Et bah si vous aimez en plus le Dernier train pour Busan, elle est à fond sur Kingdom, et inversement de toute façon. Après c'est pas forcément la même vision, parce que du coup dans le train t'es dans un espace confiné, c'est aussi ça qui va faire tout le sel du film. Ouais. Bien, ben en tout cas on aura vu que les zombies, on peut les traiter de façon drôle ou pas drôle, historique ou pas historique, on peut faire un rapprochement avec ce qu'on vit nous à l'heure actuelle, avec le passé proche de la proche Europe, puisque tu parlais de l'IRA tout à l'heure. Oui. Bref, ça peut être traité de façon très différente, sous des formes très différentes. Ouais, juste un truc à rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'aspect du mort-vivant, Romero 68, on en a parlé de cet aspect du zombie-là. Mais là, maintenant, en 2020, il évolue énormément, le zombie. Ils ont tendance à l'humaniser de plus en plus et en faire une victime de discrimination sociale. Et c'est extrêmement intéressant. Tu veux parler de Joker ? Ça reflète vraiment un peu notre société et les conflits actuels. Donc voilà. C'est vrai. Moi, j'aimerais qu'on termine par une dernière petite question, si ça vous va. Allez, vas-y. Je me demandais si demain... vous vous réveillez, vous allumez TF1, Jean-Pierre Pernaut, Gueule de bois, 13h. C'est-à-dire que je suis déjà mort là du coup. Donc t'es déjà mort. Je suis déjà un zombie à ce moment-là. Imagine, il reste déjà plus qu'une seule chaîne, voilà, Jean-Pierre Pernaut, entre deux reportages sur Monique qui fabrique des sabots en bois en Lozère et Jean-Paul qui fabrique un village miniature qui ressemble à Paris dans le Larzac. Quoi ? Il y a un sujet sur... ouais, c'était long, hein. C'est aucun sens. C'était long comme vanne de merde. Bref, tu te rends compte qu'il fait un petit sujet sur des gens qui commencent à devenir un peu bizarres. Je sais pas, un type qui aurait sucé du pangolin à l'autre bout de la planète, là, et puis des gens qui commencent à mordre voilà, des gens qui commencent à mordre d'autres gens et tout. Est-ce que tu sens le truc venir ? Est-ce que tu vas te réfugier quelque part ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah au chalet, direct. mais qu'une fois. Mais qu'une fois. Parce que moi j'ai une réponse toute trouvée à ça depuis des années. En cas de pandémie. Tu vas dans un bunker. Non, il se barre à Saint-Malo. Moi je vais au Mont-Saint-Michel, les gars. Ah d'accord. Ah ouais, je fous tout le monde dehors et je m'enferme dans le Mont-Saint-Michel avec tout le monde dehors. Ouais, t'as les petits gâteaux de la mère Poulard en plus. Alors déjà, t'as tout compris. Non mais ensuite, attends, et c'est fortifié. Il y a la mer qui monte. Ils ont des désalinisateurs d'eau, je suis sûr. Je suis pas sûr, mais je suis sûr. Je suis sûr qu'ils ont de quoi fabriquer de l'électricité sur place aussi parce qu'ils peuvent pas être dépendants de.
Et il y a des pâturages, tu peux amener un petit peu de vache, de mouton, j'aime bien mon ventre, tu peux faire pousser de la patate, des oignons, tu te fais embarquer avec 2-3 corps de métier un peu intéressants, tu vois, des mecs qui touchent un peu. Mais de base, moi je comprends pas pourquoi ils vont pas sur une île, de toute façon, de base. En général, tous. T'es pas con. Sur une île, en général. Parce que tu fais l'île, t'en as pour moins de temps à la désaffecter, et après t'as toujours de la place, quoi. Enfin, tu vas à l'île de Léon, tu vas machin. Après, ça empêche pas forcément les zombies d'arriver. Putain, tu viens de tuer le zombie game des 20 prochaines années. Mais au moins, c'est plus facile à gérer. On disait aller sur une île, pas aller à Lille. T'as compris, quoi. Mais en même temps, je suis pas sûr que les zombies ils ont envie d'aller à Lille. Ouais, c'est pas déjà des zombies. Il y a de la bière. Ok, on a perdu ce podcast pour le Nord. On perd beaucoup trop de public là, les gars. Non, mais moi j'ai jamais compris. On va sur une île, on se galère un peu pour désaffecter le truc et tout machin. Donc toi, t'irais sur une île. Ouais. Angelo, t'irais où? Dès le premier article, tu vois, tu fonces. Le premier article, non, parce que sinon je peux te dire qu'en janvier 2020, là déjà, quand je suis hop là, déjà, attention là. Non, j'attendrai sûrement que ça se rapproche un petit peu, que ça soit vraiment un peu plus T'attends que ça arrive en Italie. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que t'es allé sur une île pendant le confinement? Non, je suis pas allé sur. Non, mais je pense que moi j'irais plus voir, tu rejoins la famille, des trucs comme ça, mais je pense pas que j'ai le réflexe d'aller sur une île hier. Je te ferais chier aller voir la famille. Bah, je penserais pas à une apocalypse zombie si je vois Jean-Pierre. Enfin, déjà, si si je vois Jean-Pierre Pernaut, peut-être que. Déjà, tu te dis que toi, t'as un problème déjà. T'es peut-être déjà zombifié si tu regardes Jean-Pierre Pernaut. T'as pas compris la question, c'est là, il est exagéré, mais en gros, on te dit qu'il y a une apocalypse, qu'est-ce que tu fais, quoi. Merci de recentrer le débat, parce que. Ah, mais toujours, toi, le lol. Ah, toujours. Non, mais oui, probablement une île ou la Bretagne, c'est un peu pareil, tu me diras. Et voilà, on a perdu la Bretagne aussi. Ah non, nous, le virus, on le tue à coup de. On le tue à la liche, nous, en Bretagne, le virus. Non, mais après, par contre, il y a plein de trucs. Tu fais entre les supermarchés et tout. En tout cas, tu restes pas chez Watt. Tu peut-être pas chier à faire des allers-retours à des endroits. Oh ouais, ça, j'ai toujours rêvé de dévaliser un supermarché aussi. Tu sais, dans une ville zombifiée là. C'est fini, quoi. Moi, je prendrais pas à bouffer, bizarrement. Mais t'as pas fait une seule manip de GG, une espèce de connard. Mais ça arriverait vraiment, les supermarchés, ils seraient dévalisés, il y aura rien à prendre. Mais laisse-moi rêver, bordel! Il faudrait y aller direct, moi, je prendrais des télés, je prendrais des PlayStation 4. Il faut y aller. Des quoi? Avec la télé 4K. Non, il a dit des pastilles et le chiotte, je crois. En plus, il y aurait pas de nouvelles les canards regarder 20 fois Jumanji. Pépé, t'irais te loger où, toi? Ah, j'irais chercher du PQ direct. Des stocks et des stocks. Mais oui, mais pourquoi j'ai pas dit ça? La réponse la plus rationnelle du PQ ces dernières semaines. Du PQ et de la Bretagne. La survie. T'as tellement raison, Momo, t'irais où? J'en sais rien du tout, je me suis jamais posé la question. Lui, il se dit, je me laisserais bouffer, je devrais le chef des zombies. Non, je me dis parc Astérix, une connerie comme ça. C'est pas con. Ça peut être sympa aussi. Ça fait de la trotte. T'as jamais vu Zombieland, tu vois bien que ça part en cacahuète quand tu. On s'en bat les couilles. Ça part toujours en cacahuète. Tant pis si je me fais croquer, moi j'aurais kiffé quoi. Bon, j'espère qu'on vous aura bien fait rigoler avec nos conneries de zombies. Et on a un petit truc à vous présenter qu'on essaiera de faire tous les mois qui s'appelle La Pastille. Et aujourd'hui, c'est Charlie qui va s'en occuper. La Pastille, c'est un coup de gueule, une info, un truc qu'on a kiffé. En fait, c'est ce que vous voulez en faire, les gars. La Pastille. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Je vais commencer par des petites questions de vrai ou faux, de classique et tout. On verra ce que vous allez répondre. Est-ce que... Alors, je vous dis vrai ou faux, Mickey porte des bretelles? Non. Vrai, faux, porte des bretelles. Oui, vrai. Faux. Vrai. Faux. C'est faux, c'est complètement faux. Pas toujours, il y a plusieurs versions. Il y a des points ou non, si, Mickey dans son bateau, premier épisode. Non, il n'y a pas de bretelles. Mickey Zombie, toujours pas. T'as pas vu l'épisode Mickey Zombie? Combien il y a de pyramides de Gizeh? 3. 7. Il y en a à minima 6. C3PO, alors la classique d'origine, C3PO n'est pas entièrement doré, vrai ou faux? Vrai. Ça, j'attaquais des gros là-dessus, je m'inquiétais pas trop. Attends, parce que C3PO, il a une jambe rouge dans les derniers. Oui, non, mais c'était l'origine. On parle d'avant où il avait une jambe. C'était celui d'origine, et oui, c'est la jambe droite argentée. Tiens, Pépé, tiens. La reine dans Blanche-Neige et les 7 nains, qu'est-ce qu'elle dit devant son miroir? Faut que je sorte exactement là. Ouais, à peu près. S'il l'a pas, je l'ai. Oh, toi.
J'ai bien fait de te demander, c'était drôle. Oh mon beau miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir magique. Non, mais il y a. Ah, oui, Il est à la vraie. Il est à la vraie. Pardon, j'ai pas miroir entendu. magique au mur. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite. Qui a beauté parfaite et pure. Et c'est ce que toi t'allais dire. C'est C'est la version Disney, ça. c'est la version. Mais non, même Non, pas. Perrault, C'est- Perrault. Non, mais la version Disney a dit miroir magique au mur, qui a beauté parfaite. Ah, Et c'est miroir, quoi, mon la beau version- miroir, dis-moi qui est la plus Ça belle. n'existe pas. Elle dit C'est pas, celui oh Vincent, toi. Ça n'existe pas. Putain, les boules. C'est une hallucination collective. Est-ce qu'on dit Sex and the City ou Sex in the City? Sex in and the the city. City. End. In the city. Conjonction de coordination. C'est End. Ah la vache. Ah ouais. Ah mais oui, il y a le logo. Oh, putain, mais il y a le. Et en plus, par contre, Ah ouais, il y a je le t'en fais le Je suis logo. pas fier de savoir ça. Ouais, ouais. ouais. Contrairement à ses oreilles, vrai ou faux, la queue de Pikachu n'a pas de bout noir au bout. Non, les marrons, techniquement. Et il y a... Non, elle est toute jaune. J'ai fait un Complètement. check-up parce que j'ai un Bah, petit le- Pikachu à côté de moi. Ressort- Mais il a ressort-le. regardé les oreilles, il n'y a pas la queue. c'est Et vrai. Pikachu a la queue jaune. Avec Ah ouais, c'est le début qui est marron. Il nous en reste encore petite. Il te reste encore quatre. Il nous reste 4 petites questions. Je me demandais pourquoi personne ne rebondissait là-dessus. Je savais que ça allait faire causer. Vrai ou faux, la Joconde sourit sur son tableau. On sait pas. Ah, c'est compliqué. Ah, pas vraiment, ça. Elle sourit pas, elle fait pas la gueule, on sait pas. Elle a un rictus. Voilà. Oui, vrai, elle sourit. Quand t'es comme Elle est ça, représentée avec un sourire, mais non. quand t'es comme ça, si, elle sourit. Elle Elle sourit. sourit pour de vrai. Elle sourit. Mais Bah, c'est un sourire très Non, mais léger. Oui, mais c'est pas avec super les dents. ambigu, C'est quoi. pas avec les dents, bien mais. sûr, ouais, il y a pas les dents. il dessinait comme un cochon, Léonard. Voilà. L'étrange Noël de Monsieur Jack est réalisé par Tim Burton. Vrai Faux. ou faux? Faux. Vrai? Faux. Faux. Ah, vrai? Faux. Je sais pas. Faux. Ouais. Non, non, c'est une histoire originale de Tim Burton. Mais c'est réalisé par Henry Selick. Oh. Et d'ailleurs, il y a un gros bisbis de pognon entre les deux. C'est ou possible. de droit, C'est et un possible, truc, ouais. et un truc qui Ça s'est m'étonnerait pas bien pas. passé. On dit Looney Tunes ou Looney Tunes. Oui, Tunes. Les tunes. Donc Tunes T2ONS ou T-U-N-E-S. Non, c'est TU. TU. Ah, mais vu que tout le monde dit Tunes, il y en a beaucoup de gens qui vont le réécrire en fait. Donc c'est le Tunes. Et pour finir, quelle est la phrase de Dark Vador lorsqu'il annonce sa paternité? Je suis ton père. Ouais. Bah ouais. C'est non, je suis ton père. Oh. Non mais Ah, c'est pas pas, Luc, c'est pas Luc, Luc, je suis ton Mais père. donc toi, tu décides de faire un quiz avant le quiz en fait. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est tous ces trucs-là, les trucs où des fois vous avez dit vrai pour info ou autre, qui étaient super connus, surtout le truc de Blanchet chez les Sept Nains, il est super connu ce truc-là. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Ah oui. C'était pour remonter là-dessus, en fait, c'est plein d'effets Mandela. Les pyramides de Gizeh, il y en a 3. Non, Mais même, le même plus sur la co- photo connue des pyramides de Gizeh, tu vois qu'il y a 3 pyramides devant. Donc, Le plus connu, ça doit être Vador. Vador, il est très connu. Voilà. Et en fait, la définition de l'effet Mandela, il y en a 2. C'est quand quelqu'un a un souvenir clair de quelque chose qui ne s'est jamais produit dans cette réalité. Mais vraiment, bah, tu dis, mais non, mais ça existe, c'est obligé. Et la phrase, en fait, normalement, c'est une fausse croyance ou un faux souvenir partagé par un certain nombre de personnes à travers le monde. Le seul problème, c'est que cette scène n'a jamais été diffusée ni même filmée. Ça n'empêche pas certains d'être persuadés de l'avoir vue. Tous les rêves érotiques de Momo. C'est amené à des trucs, des mecs qui croient qu'il y a des histoires de réalité parallèle. Ouais, c'est ça, ça va très loin. Et en fait, tu vas... Il y a vraiment des mecs qui croient ça. Normalement, vraiment, la version très lointaine de l'effet Mandela, c'est que tu vas vraiment penser que tu as vu des choses sur cette... Je sais pas, sur la mort de quelqu'un ou machin. Enfin, tu vas vraiment aller très très loin dans le délire, en fait. Tiens, alors Si on n'avait pas d'effet dans l'air sur la mort de quelqu'un, par exemple, les mecs qui sont vachement... D'où l'origine du truc, c'est l'effet Mandela. Mais Parce que la Mandela, meuf, mais, excusez-moi, c'est Fiona Broome. En fait, pendant un événement, ils discutaient de Mandela, et pour elle, comme pas mal de gens qui étaient à cet événement-là, Mandela était mort en prison. Ah bon, ouais. Alors que Mandela est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, une maladie forte de vieillesse, voilà quoi. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il était mort en prison, justement. Mais dans le genre, il y a un truc que j'ai appris cet hiver, alors que vous savez peut-être, hein, parce que croyance populaire totale, j'étais persuadé, moi, que le seul objet fabriqué par l'homme qu'on pouvait voir depuis la Lune, c'était la muraille de Chine. Ah non, on peut pas la voir. Et pas du tout, aussi, en fait. c'est- Pas Non. du tout. C'est une croyance à la con populaire, mais je vous jure, posez la question dans la rue. Oui, je sais, hein, c'est bien connu, hein, c'est super connu de... Ah, cette croyance est connue en tout cas. Après, personne n'a pu en faire l'expérience empirique de ce truc-là. Ceux qui sont Thomas Pesquet, en fait, il le dit dans dans sa BD. l'USS, ils ont fait, tout simplement. Oui, Ils ont regardé s'ils pouvaient l'avoir, et puis... Mais quasiment personne. Oui, mais enfin voilà. Enfin... T'as une dizaine de personnes. Tu serais donc comme saint Thomas Bon. Tu ne croirais que ce que tu vois. Et du coup, il y a des... Mais... Il y a des théories explicatives là-dedans. Il y en a des n'importe nawak, il y a des toutes simples. Il y a la théorie des univers multiples, tout simplement. Plusieurs scientifiques penchent à croire qu'il existe une infinité d'univers les uns à côté des autres.
Comme dans l'univers Marvel, d'ailleurs, c'est marqué sur le truc que j'avais pris en source. Selon cette théorie, les univers pourraient se chevaucher et causer un effet Mandela. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est une théorie. C'est une théorie. La théorie de la manipulation. Notre esprit serait manipulé par les marques et le gouvernement, engendrant des pensées erronées. Donc à se demander qui a sorti cette théorie. Les reptiliens. Les platistes. C'est pour ça la 5G. C'est les platistes tranquilles, ils sont gentils. La théorie... C'est vrai, il y a la théorie psychologique. Alors là, c'est vraiment... ils expliquent ce que c'est. Elle résume l'effet Mandela à une taille dans la mémoire... Une faille dans la mémoire, un dysfonctionnement qui provoque le trouble. Super, ils expliquent ce qui se passe, quoi. Un trou de mémoire, mec, c'est tout. Et non, en fait, l'auto-incitation, je pense que c'est celle qui est la plus proche. Ouais. C'est certaines personnes se créent des souvenirs selon les situations. C'est au final un lien logique que fait notre cerveau. Lorsque notre mémoire nous fait défaut, le cerveau tente toujours de combler, en fait, les défauts qu'il peut y avoir, en fait. Et ça, c'est très connu même pour les meurtres et tout. Quand tu vas demander à quelqu'un, ça s'est passé comment et tout. Et si tu commences à lui expliquer la scène, alors que tu connaissais pas la scène à l'origine, il va combler des défauts. En fait. Et ça, c'est déjà connu, ces effets de mémoire des biais, en fait, de la mémoire. Donc c'est déjà connu dans ce sens-là. Et ça serait en fait un peu poussé plus loin, mais là, dans le sens où on s'est créé une mémoire tous ensemble, quoi. Ouais, là, il y a le truc collectif. C'est l'effet Mandela. C'est ça. Et je pensais que t'allais arriver à une théorie de zombification, non, c'est de vraiment masse. complètement autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais c'est très connu, même ce qu'il disait, même Freud et tout. Enfin, c'est très connu les problèmes de mémoire et tout. Et ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, mais voilà, l'effet Mandela. Eh bien, merci beaucoup. Merci bien. Merci. Et du coup, on va encore te solliciter, mon petit Charlie, parce que c'est toi qui t'occupes du quiz. Yes. Car c'est fabricant du quiz. Fabricant de quiz de père en fils depuis 2019, doit-on le rappeler? Au moins ça. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? J'ai déjà préfait les équipes, donc ça sera les vieux contre les jeunes. Pépé Pedro contre Mollusque et Angelo. Tout simplement, et j'aurais besoin d'un Shifumi entre Pépé et Mollusque pour savoir qui va commencer. J'aurais besoin d'un chiffon, s'il vous plaît. Shifumi. Et voilà, le ciseau les vieux gars. C'est l'expérience, ça, c'est l'expérience. Du coup, Pépé, vous gagnez. Soit vous commencez. De toute façon, vous avez gagné. Non, t'as dit qu'on avait gagné. C'est bon, terminé. Comment ça se déroule? De toute façon, vous avez 3 questions chacun, et après, il y aura 2 ouvertes à plein de gens. Donc, vous commencez, vous laissez la main. Ça change rien. On laisse la main. On laisse la main, on est d'accord. Toi, quand tu regardes la question, je veux voir un peu comment ça se passe. Laisser la main, parce que tu sais, ça passe vite les 31. Laisser la main, c'est un truc de lâche. On laisse la main, Samuel Etienne. Ok, alors du coup, Mollusque, Angelo, première question, c'est une question ouverte, tout simple. Dans le film, on en a parlé tout à l'heure, Dernier train pour Busan. Oui. Auquel train va Busan, mais il part d'où? Oh putain, moi je l'ai pas vu. Séoul? Je sais pas si... Non, je crois pas que ce soit Séoul. Marseille? Ouais, on va dire Marseille. Ils peuvent y répondre. Ah non, c'est vous, c'est vous. Mais par contre, il n'y aurait pas Milan non plus à répondre, les gars. Séoul. Bah oui, de Séoul, tout simplement. Un petit point pour vous, les gars. Pedro Angelo. Pedro Pépé, excusez-moi. Pedro Pépé. Quel était le nom du livre écrit par Max Brooke de 2006, d'où provient le film World War Z, qui a été fait par Mark Foster de 2013? Comment il s'appelle le livre? Je crois que c'est tout simplement World War Z. On est d'accord, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. C'est World War Z. Bien sûr. J'étais en train de me foutre de leur gueule. Les 2 premières, elles étaient simples si tu réfléchis. Non, mais c'est vraiment ça? Ah, c'est ça. Putain, comment on est fort. L'expérience. Je l'ai lu, c'est pour ça que j'ai ça. Là, on va passer sur du mindfuck zombie. Ok. Donc, Angelo, Mollusque. Dans le film Planète Terreur de Robert Rodriguez de 2007, quelle actrice remplace sa jambe par une mitraillette? Ah putain, je vois sa gamme mais je vois pas son. Quelle actrice? Moi je veux très bien Ils la connaissent, hein. Ils ont regardé Charme donc. L'indice. Sauf que c'est un acteur. C'est quoi, Philippe? Oh merde, c'est Philippe. J'ai pas trouvé le nom. Je sais qu'ils l'auront pas en fait, parce que ça se voyait qu'ils l'avaient pas du tout, sinon tu l'as ou pas? Vous l'avez pas du tout? Non, j'ai pas les noms d'actrices. C'est Rose McGowan, c'est la 4e des sœurs. C'est la Rookie, celle qui arrive après, quand ça devient elle est pas du tout Rookie. Je pensais pas du tout à elle. C'est Piper. Si, c'est Piper, elle s'appelle la Non, Piper, c'est la 3e, c'est la 2e. Non, c'est. Non. Ouais, c'est la 4e, elle s'appelle. C'est un truc en. C'est un nom court. Il y avait Prou, il y avait. Ah, c'est Prou, non, Prou, c'est. Prou, c'est l'aîné. Piper, c'est la seconde. La 3e, c'est. Phoebe. Jessica Alba. C'est ça, on est d'accord. Oui, toi aussi, t'en as collé des pages. Oh yeah. Et la 4e, c'est Paige.
Du coup, Pepe Pedro, c'est bien. Pepe Pedro. Dans quel film néo-zélandais trouve-t-on une scène où un mec défonce des morts vivants à la tondeuse? Ah, attends. Je peux Oui, dire. bah, vous pouvez parler. Non, mais moi, vous je pouvez dirais parler. que c'est Brain Dead. Eh ben, moi, je te suis parce que ça ne me dit rien du tout. Brain Dead. Exactement. L'expérience, les gars, l'expérience. Peter Jackson, question. Un des meilleurs films de zombies. Allez-y, foncez, c'est un des meilleurs. En tout cas, au moins cette scène est culte. Au moins cette scène est culte. Bah, il y a aussi la scène avec le bébé zombie. Oui, le quoi. bébé zombie aussi, bien sûr. Il y a pas que ça. J'enchaîne sur une nouvelle question, les gars. Dans Je suis une légende, quelle est la particularité des infectés? Mais du coup, de quelle version? On parle de Celle avec Will Smith, ouais, je pense. Mais après, je pense que j'imagine que ça peut pas la même chose. C'est des zombies qui peuvent pas sortir le jour. Ils courent et ils peuvent faire. Et ils peuvent pas sortir. Ils fuient la lumière le jour en fait. Ils sortent la nuit. Je prends la réponse, c'est le fait qu'ils craignent la lumière. C'est des vampires quoi. Eh bah ouais, c'est des vampires. Dans le livre, ils sont proches des. Enfin, c'est des vampires. C'est pas juste des vampires. C'est des vampires. C'est compliqué à définir. Ils craignent la lumière du jour. Tu les tues avec un pieu dans le cœur. Ils ont l'iconographie du vampire. Ils aiment pas l'ail. Que des vampires. Ils fuient l'ail quoi. C'est des vampires. Attention, Pepe et Pedro. Allez. Du coup, on va changer un peu de registre. Mais normalement, Pepe, si tu te rates, c'est moche pour toi. Ouf. Quel est le nom du prochain jeu Resident Evil 8? Il a un nom particulier. Alors, je pense que c'est. Je sais pas si c'est The Village. Ou Village, parce que dans Village, t'as le 5... il va accepter les deux, c'est pas un connard. Attends. Je vais faire... attends, non mais c'est complètement accepté, oui, c'est Village. Village, allez. Et oui, c'est bien ça, en plus, le V et le I et les deux barres du L font le 8 romain. Vous avez vu comment il est fort, mon partenaire? Oh yeah. Parce que moi, je sers à rien. Je sers clairement à rien. Première question, t'avais un truc, je crois. Du coup, il reste deux autres parties. Vous connaissez les 12 coups de midi? Ou pas du tout? Avec Jean-Luc Reichmann? Avec Jean-Luc Reichmann. Putain, lui aussi, c'est un infecté? Et oui, c'est ça son truc sur le nez? Non, mais il a un jeu, en gros, il va donner... attention à la marche? Non, il donne un thème, on donne 8 trucs. Et la question... Il y en a qu'un seul qui est... Il y en a qu'un seul qui est faux. Et en fait, faut vous trouviez les bons jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se craque, en fait. Ah, j'aime bien quand tu fais ça. C'est bien ça. Vous comprenez le principe? Allez. Attends, c'est à qui de commencer? Ça va être à eux de commencer. Bien sûr, il y en a deux. Bien, parce que j'ai pas trop écouté. Non, mais un coup, ils vont commencer, là, pour celui-ci, après, ce sera vous, donc. Et là, on va jouer sur Zombieland 1 et 2. Zombieland 1 et 2. Aïe. J'ai pas vu le 2. Eh ouais, bah, dommage, les gars. Donc, chut. Écoutez-moi. Donc, le personnage Columbus, qui est joué par Jesse Eisenberg, pour ceux qui connaissent pas, The Social Network, qui fait Mark Zuckerberg, Indécissable 1 et 2, Batman vs Superman, c'est lui qui lui Lex Luthor. Voilà. Il a plein de règles dans le monde de zombies. Du coup, je vais en citer 8. Ah oui. Il y en a qu'une seule qui est fausse, il faut pas dire celle-ci. Ok. D'accord? Et ce sera à vous de commencer, Angelo et à chaque fois je dis les règles, j'ai la version française et anglaise parce que des fois il y en a qui l'ont vu dans les deux sens. Donc, faut dire ce qui est vrai, c'est ça? Ce qui est vrai, et en fait à chaque fois on va en éliminer. Évitez de dire ça qui est fausse. Règle numéro 1, avoir un bon cardio. En anglais, cardio. Avoir un bon cardio. Règle numéro 4, attachez vos ceintures, seatbelts. Règle 31, vérifiez la banquette arrière, check the back seat. Règle 17, ne pas jouer les héros, don't be a hero. Règle 14, toujours avoir une arme, always guns. Règle 3, méfiez-vous des toilettes, beware of bathroom. Règle 18, échauffement, limber up. Et règle numéro 2, le double dose double tap. Merde. En fait, il y a bien un ou deux qui vous a parlé directement. Oui. Après, je sais pas. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il me parle de toute façon, le double dose, je sais que ça existe. Donc le double dose, vous dites? Oui. Ok, c'est bon ça. Est-ce que vous en avez un qui vous a parlé? Sinon, je vous refais vite fait la liste. Hein, mais Toujours vérifier la place arrière, le backseat. Partez là-dessus? Ah, c'était. Ah, mais c'est jusqu'à votre tour. Bah oui. Putain! Bah oui, Ah merde, moi j'ai écouté à peine. C'est bien, t'as bien fait d'écouter à peine parce que c'est exactement ça qu'il fallait faire. Non, mais du coup, celui-ci, il est bon. Je vous les refais en vite fait. Ce qui reste, avoir un bon cardio, attacher votre ceinture, ne pas jouer les héros, toujours avoir une arme à feu, échauffement. Attachez votre ceinture. Attachez votre ceinture, ouais. Règle importante, parce qu'en cas de fuite, ça serait con d'avoir un accident et de mourir à cause d'une. Toujours avoir un bon cardio, je crois. Oui. Je crois que c'est même dès la première. Vous le mettez dedans? C'est bon. Ouais, c'est la règle numéro 1, la one in a one. C'était quoi, Il reste ne pas jouer les héros, toujours avoir une arme à feu,
Méfiez-vous des toilettes, échauffement. Méfiez-vous des toilettes. Ouais, c'est classique. Elles ont toutes l'air bonnes, en fait. Toujours avoir une arme à feu. De toute façon, c'est que j'ai créé, elle a l'air bonne, hein. Je connais quand même bien le... Mais oui, c'est ça qui m'emmerde, c'est qu'elles ont toutes l'air bien. Alors, tu pars sur quoi, toi? Attends, faut pas leur donner d'indices. Là, il vous reste, de toute façon, il reste ne pas jouer les héros, toujours avoir une arme à feu. Bon, ne pas jouer les héros, je sais qu'elle est bonne. Ouais, faut jouer secure, les gars, faut pas jouer... Ça, c'est sûr et certain. Donc là, ils ont une chance sur deux de se planter. Il nous en reste que deux, non? Il reste que deux, il y en a une bonne, une fausse. Donc il reste toujours avoir une arme à feu et échauffement. Je pense que c'est l'échauffement. Bah, moi, je le vois s'échauffer au début. Moi aussi, je pense que c'est ça. Attends, on va réfléchir quand même. Et l'autre, c'est toujours avoir une arme à feu? Mais moi, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr, on est d'accord. En fait, c'est un anti-violent, mec. Donc ouais, je suis pas sûr qu'il ait toujours une arme à feu, ouais. Donc on part sur l'échauffement. Ouais, c'est ça. Vous envoyez, vous gagnez encore. Ah, les enfoirés. Mais oui, mais c'était ça. Et en fait, surtout, tout l'inverse. Avoir une arme à feu, tu les utilises pour chasser et autres, mais surtout pas pour les zombies, parce que c'est dangereux, tu peux avoir des balles de munitions, tu peux avoir des machins, et c'est beaucoup plus dangereux qu'avoir une bonne batte ou un truc comme ça. Ah, mais tu peux toujours en avoir une au cas où... Mais non, mais c'est même plutôt... Non, une des règles, c'est avoir une arme à feu, mais pas pour tuer des zombies. Ouais. Enfin, voilà, en gros, c'est pas dans ce sens-là, quand même. Et du coup... Deuxième partie, ça sera à vous de commencer, Pedro et Pépé. Là, c'est des films de zombies, et lequel n'existe pas parmi les 8. Oh la vache. C'est plus dur, c'est un peu plus approximatif. Ok. Resident Evil 12. Du coup, le premier film, c'est Overlord. Le deuxième, c'est 28 semaines plus tard. Le troisième, c'est La Fête des Morts Vivants. Le quatrième, c'est Resident Evil Apocalypse. Le cinquième, c'est Christina, princesse de l'érotisme. Ah, tu t'es fait plaisir là-dessus. Le sixième, c'est Journal d'un zombie. Le septième, Rec. Et le huitième, c'est Resident Evil Damnation. Oh la vache. Donc là, on en donne un qui existe. Je donne, si t'es d'accord, parce que je crois que c'en est un, et celui-là on s'en débarrasse, Overlord. Ouais, c'est un film de 2018. Il aurait fallu le garder. Ils étaient peut-être pas sûrs. Faut donner les. Faut dire ce qui est évident. Pépé, faut donner les évidents en premier, parce que sinon tu les relaisses. Overlord, moi je m'entends pas. Pour moi, c'est un jeu vidéo qui a rien à voir. Ouais. Faut surtout partir sur les évidents en fait. Enfin, si ça vous parle, faut y aller direct parce que laisser des trucs où vous serez pas sûr à la fin, c'est un peu con. Alors les gars, le premier de Resident Evil que t'as dit là, c'était Apocalypse. Apocalypse, ouais. Ouais, il existe. Ouais. Bon, on donne Rec, mais Rec c'est... Attends. J'allais dire Resident Evil Apocalypse de 2004 d'Alexandre Witt. Il y a un des films qui n'existe pas. Ouais, parmi les 6 là, donc 28 semaines plus tard, La Fête des Morts Vivants. Bon, attends, 28 semaines plus tard, 28 semaines plus tard, on est tranquille. Oui, celui-là c'est sûr. Il est tranquille. Rec. Vous prenez Rec, les gars? Ouais, bien sûr. Alors, je vais vous faire une petite liste là, il en reste 4. Ça, c'est au moment où ça commence à être un peu plus chiant. Donc, il reste La Fête des Morts Vivants. Donc, Undead Party d'ailleurs. Christina, princesse de l'érotisme. Journal d'un zombie. Ou Resident Evil Damnation. Attends. Christina, il l'a pas inventé. Il a pas inventé un truc pareil. Il l'a sorti. Il est tombé dessus, il s'est dit putain, il faut que j'en parle. Ça, c'est une vieille saleté du dimanche. Christina, il existe. Allez, Christina. Ouais, Christina. Allez, je veux voir ça. Film de 1971 de... on se le mate après. Resos Franco. C'est un film français en vrai. Je dis Resos, mais c'est sorti d'exploitation. Une vierge sur les morts vivants. Pour info, c'est une histoire d'hérédité. Elle se retrouve chez ses parents. J'ai regardé quand même le synopsis. Je fais c'est quoi ce délire? Et en fait, tout le monde est mort vivant. Enfin, plutôt des zombies à cause d'une sorcière. Et stop tout le monde. Allez. Ça me paraît tout à fait cohérent. Ça me paraît tout à fait cohérent. Mais je l'ai pas encore vu, donc on peut se faire une séance si vous voulez. Ok. Donc il vous reste La Fête des Morts Vivants, Journal d'un zombie et Resident Evil Damnation. J'aime bien Journal d'un zombie. Ouais, moi je partirais sur La Fête des Morts Vivants. Vas-y. Shifumi. Oula, le Shifumi de la mort. Bon bah vas-y. La Fête des Morts Vivants. Non, ça n'existe pas. Allez, putain. Je vais leur donner 3 points et vous avez les deux autres, perdu. Mais là j'étais paumé, les derniers. Ça fait un 7-4. Okay. Non, parce qu'il y a la nuit des morts vivants, il y a plein de trucs des morts vivants, l'avion des morts vivants, mais la fête des morts vivants n'existe pas. Il y a le jour des morts vivants. Oui, le jour aussi, mais c'est toujours pas la fête des morts vivants. Moment. Toujours pas la fête des morts vivants. Et du coup, Resident Evil Damnation existe aussi, et Journal d'un zombie existe aussi. C'est un film de 2006. Combien de Resident Evil? Mais il y en a Ils ont fait 5.
Oh la vache, ok. Et puis il y en a C'est aussi toujours eu par le même en CGI. 5 films, oui, avec des vrais acteurs et 2 ou 3 en. Attends, animé. tu veux dire qu'on a gagné le quiz? Bah, Vous avez gagné le quiz, si je me trompe pas, 8 à 5. Mais Donc on va finir l'émission sur une défaite. Eh bien, messieurs, dames, alors, c'était les un petits vrai jeunes, plaisir. ça va les petits jeunes? Les petits jeunes. Oui, c'est vous les petits jeunes. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, ça fait 2 heures qu'on enregistre. Pour une première, je trouve que c'est déjà pas fait 2 mal heures, du tout. Hein. Bah ouais, 2 heures tout pile. 2 heures tout pile. Attends, Alors, bonjour. Maintenant, on vient de dépasser l'heure des 2 heures. sur le tas, je sais On pas. peut s'applaudir, les gars. On peut s'applaudir. Non, c'était une première. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on sera là le mois prochain, que personne ne passera sous un tram, ne chopera le Covid ou se fera manger par un pangolin. Pépé, Ou qui est passé zombifié. sous un tram, c'est pas sûr. Parce que le nombre de Oui, frayeurs qu'il m'a fait. il m'a sauvé la vie en venant tout à l'heure. Vous nous laissez un petit peu de temps pour réfléchir à un prochain sujet qui pourrait vous intéresser, à trouver quelques petits objets sympathiques. Et puis, à très bientôt. Allez tous en cœur. À bientôt. Non, je sais pas ce que tu veux dire. dire. J'ai cru que t'allais dire allez vous faire enculer. Allez, salut, bande de connards. Ciao. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Y'avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé être une émission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Le dame choco. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Ça va trancher, chérie. Et non, il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.